Il y a quelques mois, mes parents ont fait une très bonne affaire en achetant une petite maison dans la ville d'Osaka. Ayant presque 18 ans, je vivais toujours avec eux. C'était un beau jour ensoleillé et je venais de finir les cours et j'ai donc décidé de rentrer à la maison. Arrivé devant le portail, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de prendre mes clés. Et j'ai donc dû sonner à l'interphone pour pouvoir entrer. C'est toi, ma chérie? Oui, c'est moi, maman. Ah, il fait trop chaud dehors. Je vais prendre une bonne douche et je vais allumer l'air conditionné dès que je serai à l'intérieur. Attendant une réponse de ma mère, le silence s'est installé suite à ma phrase. Je suis restée fixée à l'interphone. Ma mère ne répondait plus et n'avait pas ouvert le portail. J'ai donc appuyé sur le bouton de l'interphone, mais là encore, aucune réponse. Intriguée, j'ai décidé de sortir mon téléphone de mon sac et de chercher ma mère dans mon répertoire de contacts. J'ai posé le téléphone à mon oreille tandis que la ligne sonnait. Allô? Ah, maman! Le portail est fermé, tu peux l'ouvrir? Je ne suis pas à la maison en ce moment. Hein? T'es pas à la maison? Non, je suis partie faire quelques courses, mais j'arrive dans 10 minutes. Ok. À tout de suite. J'ai raccroché, un peu horrifiée de ce qui venait de se passer. C'était bien la voix de ma mère que j'avais entendue à travers l'interphone, et pourtant elle venait de m'assurer qu'elle était absente de la maison. J'ai donc attendu, sous la chaleur, devant le portail. Ma mère a fini par arriver en voiture, je l'ai aidée à prendre les sacs de courses et nous sommes entrés dans la maison. Nous avons tout rangé dans le frigo et dans les placards, puis nous avons débuté une conversation. Tu fais une tête bizarre, ma fille. Quelque chose ne va pas? Quand j'ai sonné à l'interphone tout à l'heure, tu m'as répondu. Hein? Mais tu es sûre que tu n'as pas mal entendu? J'en suis sûre. Je t'ai entendu dire « C'est toi, ma chérie ?» Et c'est pas la première fois que ça arrive. J'arrête pas d'entendre des trucs bizarres depuis qu'on a déménagé ici. C'est-à-dire? Tu te souviens, l'autre jour, il y a eu un orage. J'étais restée tard dans la nuit parce que j'avais un devoir à terminer, mais il y a eu une coupure de courant. Cette nuit-là, je m'en souviens, un orage a soudainement éclaté et j'ai vu des éclairs par la fenêtre. J'étais en train de travailler sur un devoir sur mon ordinateur portable et là, hop, une coupure d'électricité est arrivée. Je me suis demandé ce qui se passait parce que je me suis retrouvée dans le noir complet, juste éclairée par l'écran du PC portable. Heureusement que je l'avais mis à charger avant de commencer mon devoir, parce que sinon j'aurais pas pu travailler dessus. C'était un soulagement pour moi et j'ai donc pris la décision que j'allais terminer d'écrire ce devoir, puis j'allais me mettre au lit parce qu'il était déjà bien tard. Tandis que je tapotais tranquillement sur les touches de mon clavier, j'ai entendu un espèce de miaulement venant de dehors. Je me suis stoppée et j'ai fermé les yeux, agacée. Waouh, c'est vraiment creepy. Je déteste vraiment entendre les chats la nuit dehors. Tandis que je me remettais au travail, j'ai entendu des petits ricanements d'enfants. Je me suis de nouveau stoppée et j'ai froncé quelque peu les sourcils. Est-ce que ce sont les enfants du quartier? Quelle énergie ils ont alors qu'il est si tard? Puis, le silence est revenu. C'est à ce moment que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. J'ai tourné ma tête vers ma fenêtre. Pourquoi est-ce que j'entendais ces bruits alors que ma fenêtre était bien fermée? Je les entendais comme si celle-ci se trouvait être grande ouverte. Assise à la table avec ma sœur et ma mère, je leur racontais cet événement auquel j'avais été témoin. Ma sœur me regardait l'air surprise, tandis qu'elle tenait une tasse de café dans sa main. Et logiquement, ça n'avait aucun sens que les enfants soient dehors en train de rire en pleine nuit, et surtout pas pendant un orage. T'as peut-être mal entendu? Je me suis tournée vers ma sœur qui m'écoutait attentivement mais dans le silence. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Après, j'ai regardé par la fenêtre pour vérifier et il y avait rien du tout dehors. Mais j'ai juste dit que t'avais peut-être mal entendu. Non, je l'ai vraiment entendu très clairement. La réaction de ma sœur m'a laissée dubitative et je n'ai donc pas insisté plus que ça avec elle. J'ai attendu longuement que le soir arrive car je voulais aussi en parler avec mes parents et je me suis dit que l'heure du dîner serait parfaite pour pouvoir le faire. Tandis que ma mère mangeait tranquillement, mon père, lui, lisait toujours le journal quotidien le soir à table. J'ai donc commencé à raconter une nouvelle fois l'expérience que j'avais vécue avec l'interphone ainsi que la nuit de l'orage. Mon père avait les yeux rivés sur son journal tandis que ma mère me regardait de façon démesurée. Cette maison est vraiment bizarre. Peut-être qu'elle a été construite sur un mauvais terrain ou alors elle est hantée. C'est totalement absurde. C'était la seule chose qui sortit de la bouche de mon père. Son attitude indifférente ne m'a pas surprise, mais m'a tout de même blessée. J'ai donc laissé cette conversation inachevée là où elle s'était arrêtée. S'il y a bien une chose que je pouvais affirmer, c'est que mon père ne croyait à aucune superstition, quelle que soit sa nature. Je savais que de dire que la maison pouvait être hantée ou autre le rendait furieux, parce que mes parents avaient fait une très bonne affaire sur la maison. Lors de l'achat de celle-ci, l'immobilier était très bas et mon père a vraiment trouvé le bon moment pour faire son achat. Mais le problème, c'est que j'étais sérieuse. J'entendais vraiment des choses que personne d'autre ne semblait percevoir.
Tandis que ma sœur était posée dans le canapé en train de regarder la télé. Enfin, quand je dis regarder la télé, je parle surtout du fait qu'elle zappait les chaînes dans l'espoir de tomber sur un programme qu'elle appréciait. Bonsoir chers téléspectateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le journal de 20h. Aucune avancée significative n'a été faite pendant la série de meurtres qui s'est déroulée à Tokyo, mis à part que toutes les victimes étaient des femmes âgées d'une vingtaine d'années, aucun indice n'a été trouvé. Kana, tu es la seule fille qui ne m'a jamais fait cet effet. Oh, Toshio, je ne sais quoi dire. Reste avec moi, je le veux. Je suis prêt à abandonner toute ma fortune pour vivre avec toi. Vous pouvez aussi maigrir. Achetez nos produits maintenant et obtenez 10 mois pour seulement 30 000 yens. Nous vous remboursons à 100% si vous ne perdez pas de poids, et ça même si vous faites un régime. N'attendez plus, achetez. Bien, c'est encore le week-end tout le monde. Vous avez passé une bonne semaine? C'est l'heure de votre talk show préféré du samedi soir. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial que vous ne pourriez normalement voir qu'au cinéma en ce moment. Il n'a que 3 films à son actif, mais tous, sans exception, ont été des blockbusters au box-office. Ah là là, je peux entendre d'ici toutes les femmes du pays hurler de plaisir. Accueillons comme il se doit notre invité, Yuki Furukawa! En entendant cette nouvelle de loin, j'accourais dans le salon en direction de ma sœur. Quoi? Yuki Furukawa est dans un talk show? Qu'est-ce que tu racontes? Y a aucun moyen que cet acteur passe dans un talk show? Mais il vient juste de dire que Yuki Furukawa était invité. Quoi? Mais pas du tout. Il a dit Kenichi Matsuyama. Je restais fixé l'écran de la télé pour vérifier si ce que j'avais bien entendu était réel ou non. Et c'est là que le présentateur a démarré son discours. Monsieur Matsuyama, dernièrement, vous avez fait parler de vous dans le monde du divertissement. Qu'est-ce que ça fait d'avoir autant de succès 10 ans après ses débuts? En entendant ces paroles, je commençais à me remettre en question. Au début, je pensais vraiment que la maison était hantée. Mais maintenant, je me demandais si mon avis n'était pas erroné. Quand je pensais à tout ça, je me rappelais que j'avais eu tellement l'habitude d'entendre ma mère me dire « C'est toi ma chérie ?» quand je sonnais à la porte. Le bruit du chat qui miaule, les enfants qui rient dehors lors de l'orage. Le seul problème quand je les ai entendus, c'était qu'ils paraissaient vraiment clairs et normaux. Et puis, il y a eu ce jour qui m'a marqué. Cette parution de journal qui m'a complètement retourné la tête. L'acteur Yuki Furukawa va apparaître dans un talk show. La superstar Yuki Furukawa, dont les films ont été des blockbusters au box-office, apparaîtra ce samedi soir dans le talk show Talk Corner. Malgré sa popularité et sa renommée, c'est un fervent partisan du mysticisme. Yuki Furukawa nous montrera ses talents cachés. Un porte-parole de son agence a dit que Monsieur Furukawa, avec sa volubilité et son sens de l'humour, conquiert une fois de plus le cœur des fans féminines à travers le pays. En lisant cet article, je me disais tout de suite que l'apparition de cet acteur très connu dans un talk show voulait dire quelque chose. C'est là que j'ai compris que les voix que j'entendais n'étaient pas du tout parce que la maison était hantée. J'entendais ce qu'il allait se produire dans le futur. Le son de la voix de ma mère, du chat, des enfants qui riaient et le talk show. Ce n'était pas si effrayant de se rendre compte que je pouvais entendre des choses qui allaient se produire, mais une question me trottait dans la tête. Pourquoi j'étais la seule à pouvoir entendre ces bruits ? C'est à partir de ce moment que j'ai décidé de prêter attention aux moindres petits bruits qui pourraient retentir. Je me disais que peut-être j'entendrais un jour les numéros gagnants de la loterie, qui sait ? Mais finalement, je me suis vite rendu compte que la première conclusion que j'en avais tirée était très différente de la réalité. Alors que je me trouvais devant le lavabo de la salle de bain, en train de me brosser les dents, j'ai été happée par une voix venant de la baignoire. « S'il vous plaît, ne me tuez pas, s'il vous plaît !» La voix de la femme que je pouvais entendre dans la salle de bain ce jour-là était ma propre voix. J'ai donc pris la décision de partir dès le lendemain matin. Évidemment, ma mère et ma sœur n'ont pas compris pourquoi je me précipitais pour m'en aller. Tu ne veux pas reconsidérer la chose? Peut-être que tu as mal entendu parce que tu étais fatiguée, comme il était tard. Non, c'est pas la première fois que j'entends quelque chose de bizarre et je continue d'entendre des choses depuis qu'on est arrivé ici. J'étais certaine que les sons ou les bruits que j'entendais étaient des choses que j'allais entendre dans le futur. Ça voulait dire que le son que j'avais entendu dans la salle de bain? Non, je savais que si je restais ici, j'allais finir par me faire assassiner. Ou du moins, qu'il allait m'arriver quelque chose de très grave. Tu sais, Sœurette, je me sens mal de devoir te dire ça, mais peut-être qu'au lieu de déménager, tu devrais peut-être consulter un professionnel de la santé. Hé, tu penses vraiment que j'invente tout ça ?
Non, non, je dis pas ça. Je te crois, vraiment. Je dis juste que tu sautes peut-être sur des conclusions radicales trop hâtivement. Quitter la maison parce que tu penses que tu vas te faire assassiner? Pourquoi tu ne restes pas loin de la salle de bain? C'est pas comme si c'était quelque chose que je contrôlais. Tu penses à si le tueur me traîne jusque dans la salle de bain? Mais est-ce que c'est un roman policier ou quelque chose comme ça? Ma chérie, ce n'est pas que je ne te crois pas, mais le monde est dangereux de nos jours pour une jeune femme d'aller vivre toute seule. Ce ne serait pas mieux pour toi de rester vivre avec ta famille? T'inquiète pas, je serai pas seule dans tous les cas. Je vais déménager chez une amie qui a déjà son appart. Et après, je trouverai un job à mi-temps pour payer la moitié du loyer. La conversation commençait à m'énerver. Je voyais très bien que ma sœur et ma mère n'étaient pas du tout réceptives à ce que je racontais. Bon, peu importe, je m'en vais avant que papa rentre à la maison, sinon il va m'empêcher de partir. J'ai quitté la conversation et je me suis éloignée de ma famille. Je pense vraiment que ce n'est qu'une excuse pour elle pour aller vivre seule. Laisse-la partir. Elle reviendra vite si ça lui plaît pas. Il faisait déjà nuit et je rentrais de mon travail à mi-temps. Mon ami m'a appelé au téléphone pour me prévenir qu'avec son club, ils avaient une réunion importante tardive et que cela pourrait durer jusqu'au moins minuit. Je me disais que ce n'était pas très grave et que j'allais me faire livrer à manger. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé un fast-food pour faire une livraison. Suite à ça, j'ai attendu une petite trentaine de minutes et le livreur est venu m'apporter ma commande. Alors que je mangeais tranquillement mon repas, mon téléphone s'est mis à sonner. Allô? Ma chérie, tu es bien rentrée à la maison? Oui, t'as pas besoin de m'appeler tous les jours. Tout se passe bien dans ton nouveau chez-toi? Oui, j'ai rien entendu de bizarre depuis que j'ai quitté la maison, donc tout va bien. Ah bon? Tant mieux alors. Tu vois, je t'avais dit que c'était cette maison le problème. Je préfère largement vivre ici. Bon, bah, on se voit ce week-end? Oui, ça marche. Tu viens à la maison? Ah non, hein! Tandis que je discutais toujours avec ma mère par téléphone, je me suis installée sur le canapé et j'ai allumé la télé. Je me sens toujours mal à l'aise quand je retourne dans cette maison. Puis le bruit de la sonnette de la porte a retenti coupant ma conversation. Ah, attends maman, je crois que ma copine vient de rentrer. Bonne nuit. Bonne nuit mon cœur. Je raccrochais. La sonnette n'arrêtait pas de sonner comme si quelqu'un restait appuyé dessus. C'était du harcèlement auditif. Oui, bon, j'arrive, pas la peine de sonner comme une dingue. Je suis partie en direction de la porte d'entrée tandis que dans le fond, on pouvait entendre les mots suivants. C'est l'heure de votre talk show préféré du samedi soir. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial que vous pouvez rarement voir qu'au cinéma en ce moment. Je suis lycéenne dans la ville de Tokyo. Je pense que vous ne m'en voudrez pas si je tais le nom de l'établissement où j'étudie, par pure question d'anonymat. Ma classe se situe au 3e étage du bâtiment. En temps habituel, la porte menant à l'escalier de l'Est reste toujours fermée à clé par une grille. Je pense que ce n'est pas rare de voir des écoles interdire l'accès au toit. C'est souvent pour des raisons sécuritaires ou disciplinaires, du genre pour éviter le tabagisme à l'école, la violence scolaire ou les accidents de chute. Cependant, ce qui est étrange, c'est que l'accès aux escaliers est interdit à partir du 2e étage et non pas du dernier. Pour vous mettre un peu les choses dans leur contexte, je vais vous expliquer quelques détails qui pourraient être utiles. L'entrée du bâtiment étant devant l'escalier central, personne ne trouvait cette restriction gênante et ne faisait attention à l'escalier inaccessible, jusqu'à ce qu'un jour, un élève le mentionne lors d'un cours à notre professeur principal. Il a levé la main jusqu'à ce que le prof accepte de l'interroger. Monsieur, pourquoi les escaliers devant la classe 7 sont bloqués à partir du 2e étage? Tandis que le professeur regardait l'élève en question, un silence a plané durant l'espace de plusieurs longues secondes. Et après une brève hésitation, il a répondu. Je ne sais pas, je suis encore nouveau ici. On m'a pas expliqué pourquoi. Je suis restée silencieuse lors de cette scène, ne comprenant pas réellement ce qu'il se passait. Et depuis ce jour-là, l'escalier interdit est resté ancré dans mon esprit comme une obsession. Les seuls moments où la porte s'ouvrait étaient lors des heures de nettoyage. Puis vint un jour où j'étais en charge du nettoyage des couloirs. Comme tout devait être parfaitement propre, le professeur principal a apporté les clés pour ouvrir la grille du 2e et 3e étage. Puis il est retourné dans la salle des professeurs. Figée face à ces escaliers, petite pelle et balayette à la main, je me disais que ce n'était juste que des escaliers. Mais j'étais si surexcitée de pouvoir entrer dans le lieu qui me fascinait tant.
J'ai donc entrepris ma tâche et je me suis appliquée à la faire. J'ai balayé chacune des marches de façon méticuleuse et je me suis rendu compte que même si ces escaliers étaient hors d'usage, ça ne retenait personne de jeter les ordures à travers les barreaux de la grille. Je me souviens qu'il y avait beaucoup d'ordures dans ces escaliers, énormément d'ordures. J'ai continué à balayer et à ramasser les saletés qui se trouvaient sur les marches. Et une fois tout en haut du bâtiment, j'étais contente de pouvoir réaliser que j'avais enfin terminé mon travail ici. Tenant le ramasse-poussière plein dans la main, je redescendais au 2e étage tranquillement. Comme j'étais seule, mes pas résonnaient à chaque fois que je posais un pied sur une marche. Puis, soudainement, j'ai senti que quelque chose m'agrippait la cheville. Et ça n'a pas loupé. J'ai directement fait un plongeon avant dans les escaliers. Dans ce court instant, j'ai remarqué le responsable de cet accident. J'ai aperçu entre les barres des rampes le visage d'une jeune fille qui tenait ma jambe. Et ce qui m'a le plus surprise, c'est qu'à ce moment, elle avait un grand sourire collé au visage. J'ai dévalé de façon plus que violente les marches des escaliers dans des roulades très rapides et je suis tombée tête la première sur le sol. Mes amis sont tout de suite venus à mon secours quand ils m'ont entendu tomber dans les escaliers. Ils ont complètement paniqué quand ils se sont aperçus que j'avais perdu conscience. Ils se sont doutés que ma chute avait été violente et ils ont eu peur que ça me laisse de grosses séquelles. Ils sont promptement allés prévenir un professeur pour s'occuper de mon cas. Et l'école a immédiatement appelé une ambulance qui m'a transportée directement jusqu'à l'hôpital. Par chance, ma vie n'a pas été mise en danger par la longue chute. Mais j'ai quand même eu quelques os cassés et j'ai dû subir une opération pour fixer les os de mes bras. C'était une opération douloureuse et j'en souffrais beaucoup. L'apparence de cette jeune fille que j'avais vue paraissait fantomatique et est restée gravée dans mon esprit, me faisant même oublier les douleurs tellement l'image était claire dans ma tête et me terrifiait. Malgré l'événement, je ne trouvais aucune raison logique pour que quelqu'un se trouve à cet endroit précis lors de mon passage, et je me suis donc posé énormément de questions. Le lendemain de mon opération, mon professeur principal est venu me rendre visite à l'hôpital pour voir comment je me sentais et surtout pour voir si je n'avais rien de grave. Il s'est renseigné de savoir quand est-ce que je pourrais revenir en cours et c'est là qu'il m'a posé une question troublante. Mais enfin, comment tu es entré là-bas? Pourquoi vous me posez la question? C'est vous qui m'avez ouvert la grille pour que je puisse nettoyer l'escalier. Mon professeur est resté me regarder dans le silence. Ce moment, au premier abord, pourtant anodin, m'a fait comme froid dans le dos, jusqu'à ce qu'il le brise avec les mots suivants. Hier, j'étais en congé maladie. Et surtout, on ne demande jamais aux élèves d'aller nettoyer ces escaliers. Je me suis sentie effarée, gênée par la situation, et je me suis posé tout un tas de questions. Forcément, celle de savoir si j'avais tout rêvé ou halluciné m'a tout de suite paru plausible, même si j'étais certaine que ce n'était pas le cas. Par la suite, un ancien élève est venu me rendre visite à l'hôpital car il avait appris pour ma chute. Il m'a raconté l'histoire derrière l'escalier hanté. En 1997, une fille victime d'harcèlement scolaire a reçu un coup de pied du haut des escaliers et n'a pas survécu à sa chute. Depuis, des accidents de chute se sont répétés à l'endroit où elle était tombée. En 2009, lorsqu'un élève s'est retrouvé paralysé des jambes suite à une chute à cet endroit, l'accès à l'escalier est devenu interdit. Et c'est à ce moment que des grilles ont été installées. À cause de cet événement, j'ai dû rester hospitalisée pendant plusieurs semaines. Par chance, mes amis me ramenaient les devoirs et les cours que je devais rattraper, histoire que mes notes ne baissent pas. L'année a changé et j'étudie toujours dans le même bâtiment. Je me suis remise de ma chute, mes os se sont très bien ressoudés et j'ai pu reprendre les cours de façon normale. Je n'ai plus parlé de cette histoire à qui que ce soit et l'incident s'est vite fait oublier par tous. Mais je ne m'approche plus de l'escalier où j'ai chuté, de peur de rencontrer à nouveau la fille qui y rôde. De plus, l'école a mis en place un règlement qui interdit à quiconque de passer les grilles des escaliers sous peine de sanctions lourdes. La chose que je me demande à l'heure actuelle encore, c'est si mon professeur principal était en congé lors de l'ouverture de la grille pour que je nettoie. Alors, qui me l'a ouvert ce jour-là ?
J'ai une histoire terrible à vous partager. Ça s'est passé lors de la période d'hiver en 2014. Ça date un peu, mais elle reste dans mes souvenirs de façon très nette. À cette époque, j'étais étudiant et je venais de me faire accepter dans une très bonne université à Tokyo. Après un bref moment de joie, je me suis retrouvé englouti par les préparations. Il faut savoir que je n'habitais pas du tout cette ville de base. Avec mes parents, on vivait dans une petite ville qui était assez loin. Je devais donc absolument trouver un appartement pour me loger le temps de mes études et on a donc décidé avec mon père de faire le voyage jusqu'à Tokyo à la recherche d'un logement pour moi. Comme ma famille n'était pas très aisée financièrement, j'étais soucieux de trouver un bon appartement, mais mon père a insisté pour que je trouve un studio au lieu d'une résidence universitaire. Papa, tu sais, aller en résidence universitaire, ça me convient. Ne raconte pas de bêtises. Trouver un logement correct, c'est le minimum que je puisse faire pour mon fils. Merci, mais c'est pas obligatoire, tu sais. Tu as travaillé très dur pour entrer dans cette université. Prends ça comme un remerciement de la part de ta mère et moi. Merci, papa. Allons, pas de ça entre nous. Nous avons fait le tour du quartier près de l'université à la recherche d'un studio, mais il était difficile d'en trouver un. C'était la saison de rentrée et les meilleurs logements étaient déjà occupés. En faisant le tour des agences, nous avons reçu pas mal de refus car tout était déjà pris. Il restait une dernière agence dans laquelle nous n'étions pas encore entrés. Nous y sommes allés et un homme nous a accueillis très gentiment. Bien le bonjour, messieurs, et bienvenue dans notre agence. Bonjour, je recherche un petit studio pour mon fils. Il va entrer à l'université. Oh, je vois. Félicitations, jeune homme. Merci. Est-ce qu'il vous resterait pas, je sais pas, par hasard un petit studio ou quelque chose de disponible dans ce style-là? Ah oui, il en reste un justement. C'est un demi-sous-sol avec un loyer très raisonnable. Et en plus, il est entièrement meublé. Il est équipé d'une cuisinière à gaz, d'un micro-ondes, d'un réfrigérateur et d'une machine à laver. Et est-ce qu'on peut le visiter? Mais bien entendu! Laissez-moi le temps d'appeler le propriétaire pour savoir s'il est disponible pour une visite. Vous voulez le voir quand? Aujourd'hui, si c'est possible. Nous ne vivons pas à côté, vous savez. D'accord, veuillez patienter une petite minute alors. Mon père s'est tourné vers moi, un petit sourire à la bouche. C'est exceptionnel qu'il reste un logement de libre. Je commençais un peu à désespérer de ne rien te trouver. Oui, je suis content aussi. J'ai hâte de voir de quoi il a l'air. Ah, moi aussi. Je suis certain que tu seras bien ici. Le temps de cette courte discussion entre mon père et moi, l'agent immobilier est revenu vers nous. Bonne nouvelle! Le propriétaire est disponible dès maintenant. Il vous attendra près de l'immeuble où se trouve l'appartement disponible. Tenez, voici l'adresse. Il a tendu un morceau de papier à mon père sur lequel était notée l'adresse du logement. Mon père a remercié poliment l'agent immobilier et nous nous sommes mis en route vers celui-ci. L'appartement en question était un peu éloigné du quartier de l'université et nous avons donc dû marcher pendant approximativement une bonne demi-heure. Un homme d'une quarantaine d'années nous a fait signe. Il semblait que ce soit le propriétaire de l'endroit. Nous avons avancé vers lui. Bonjour, c'est vous qui venez visiter l'appartement? Oui, tout à fait, c'est nous qui avons demandé pour visiter. Parfait, ne perdons pas un instant alors. Il a ouvert la porte de l'immeuble et nous avons descendu un petit escalier menant au sous-sol de celui-ci. Il a sorti des clés de sa poche et les a insérées dans la serrure de ce qui semblait être la porte d'entrée de l'appartement. Il est entré, suivi de mon père et moi. L'appartement était assez petit, mais de ce que je voyais, il y avait une cuisine tout équipée et un peu de place pour que je puisse installer un matelas ou un lit vers le fond de la pièce. À côté, il y avait une porte menant, je suppose, à la salle de bain. Le propriétaire a pris la parole en commençant à nous faire la visite. Vous savez, les gens ne veulent pas louer un studio qui se trouve à l'écart du quartier, alors je vais vous faire un prix spécial. Vous n'aurez aucun problème si vous aimez marcher. Ça ne te dérange pas, fiston? Non, aucun souci. Parfait. Et en plus, regardez, l'ancien locataire a laissé ses anciens meubles avant de partir. C'est comme ça que c'est devenu un studio meublé. Je trouvais un peu bizarre que quelqu'un laisse ses meubles comme ça sans aucune raison, mais après, peut-être que l'ancien locataire n'en avait plus besoin. Après cette mini-visite de la pièce, il a ouvert la porte vers la salle de bain. Regardez jeune homme, vérifiez les toilettes aussi. C'est pas tous les jours que vous verrez un studio avec des toilettes aussi impeccables. Tout a été nettoyé et désinfecté de fond en comble après le départ de l'ancien locataire. Il disait vrai. Tout était impeccable. Il n'y avait pas la moindre tache. Le studio se situait donc au demi-sous-sol d'un vieil immeuble, mais les toilettes et la salle de bain étaient très propres, le propriétaire était très amical, tout me semblait parfait. Comme j'étais satisfait de cette première impression, mon père et moi avons signé le bail le jour même, et sommes revenus chez nous, contents d'avoir trouvé une bonne affaire. Quelques semaines plus tard, je me suis rendu seul à Tokyo pour me préparer pour le nouveau semestre, c'était 3 jours avant la rentrée. Quand je suis arrivé à mon appartement, le propriétaire était présent.
Oh bonjour, vous êtes là? J'ai changé les papiers peints et nettoyé le studio. Vous n'avez plus qu'à déposer vos affaires et à les ranger. Après avoir remercié le propriétaire, je suis entré pour ranger mes affaires dans le studio. Une fois terminé, je me suis allongé sur mon lit en fixant le plafond. Fatigué par le rangement et surtout le long voyage, j'ai fini par m'endormir d'épuisement. Je me suis réveillé d'un seul coup, et je n'avais strictement aucune idée de quelle heure il pouvait bien être. Le soleil ne pénétrait pas le demi-sous-sol, il était donc difficile pour moi de connaître l'heure sans avoir accès à une horloge. J'ai donc pris mon portable, me suis assis sur mon lit et j'ai regardé l'heure. J'avais dormi pendant 4 heures. Je me suis donc levé parce que j'avais besoin d'aller aux toilettes. En passant devant le frigo, j'ai remarqué que la porte de celui-ci était entrouverte. J'ai froncé quelque peu les sourcils en me demandant comment ça se faisait que la porte était ouverte. J'ai donc posé ma main contre et je l'ai poussée. Un petit clac a retenti, signe que la porte du frigo était bien fermée. J'ai ouvert la porte de la salle de bain et allumé la lumière. Au moment où la lumière aurait dû jaillir, j'ai juste entendu l'ampoule griller d'un coup. Je me retrouvais donc dans la pénombre. J'ai donc pris la décision de sortir de l'appartement pour aller m'acheter quelque chose à manger pour le dîner, ainsi qu'une nouvelle ampoule. L'appartement était très sombre comme aucune lumière du jour n'y pénétrait, donc il fallait que les lumières synthétiques soient constamment allumées si je voulais voir quelque chose. Sur le chemin du retour, j'ai croisé dans la rue 2 femmes en train de discuter de façon inquiète. T'as entendu la nouvelle? Il a reçu un nouveau locataire. C'est pas vrai? Ça fait à peine quelques jours que l'ancien locataire a pris ses jambes à son cou. Tu penses pas qu'il faut exorciser les lieux? Oh là là, m'en parle pas. Il a appelé une chamane dès que le gars a pris la fuite. Je ne savais pas vraiment de quoi ces femmes parlaient, mais ça semblait plutôt grave. Je n'y ai pas prêté plus attention que ça et j'ai continué ma route jusqu'à rentrer à l'appartement. J'ai rangé mes petites courses et je me suis dirigé directement dans la salle de bain. J'ai pris quelque chose pour pouvoir monter au-dessus de la lampe accrochée au plafond et j'ai dévissé l'ampoule grillée. Je l'ai remplacée par la nouvelle que je venais d'acheter. Pour vérifier le bon fonctionnement de celle-ci, je suis descendu du petit meuble et j'ai appuyé sur l'interrupteur pour allumer la lumière. Quand elle a jailli, j'ai été choqué de voir que le sol était couvert de sang. Mes yeux se sont écarquillés. Mon corps s'est immobilisé. J'étais tétanisé par la peur. Qu'est-ce qui était en train de se passer? Qu'est-ce que tout ce sang faisait par terre dans la salle de bain? Hein? Mais c'est quoi ça? Complètement en panique, je suis sorti de l'appartement en courant. J'ai couru jusqu'à la maison du propriétaire et j'ai sonné chez lui comme un bourrin. Il a mis quelques secondes avant d'ouvrir sa porte d'entrée et il l'a ouvert avec un grand sourire pour me montrer la joie qu'il exprimait de me voir. Oui? Qu'est-ce qui se passe, jeune homme? Il vient de se passer quelque chose de complètement incompréhensible. Expliquez-moi. Il y a du sang absolument partout sur le sol de la salle de bain. Du sang? Intrigué par ce que je venais de dire, le propriétaire a pris la décision de m'accompagner jusqu'au demi-sous-sol. Il a ouvert la porte de la salle de bain de façon méfiante, et quand la pièce s'est révélée à nos yeux, il n'y avait strictement rien. Le sang avait disparu. Mais je ne vois pas de sang. Peut-être que vous avez confondu avec la rouille dans l'eau. C'est possible qu'il y ait un peu de rouille puisque le bâtiment est vieux. Je suis resté dubitatif à l'entendre des mots du propriétaire. Je ne comprenais pas vraiment la situation à ce moment. Vous devriez vous reposer un peu. La route a dû être longue pour vous et vous devez être fatigué. La fatigue joue beaucoup, vous savez. En tout cas, si vous avez la moindre question, vous pouvez me passer un coup de fil. Il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Je n'ai rien pu dire, puis, du coin de l'œil, j'ai de nouveau remarqué que la porte du frigo était ouverte. J'ai ressenti un coup d'air froid parcourir tout mon corps. Il se passait visiblement quelque chose ici. Mais qu'est-ce que ça pouvait être ? Il se passait toujours quelque chose de bizarre dans ce studio. Je m'endormais très rapidement, mais à chaque réveil, j'étais complètement assoiffé et épuisé, comme si je passais des nuits blanches. Moi, qui d'habitude me souvenais de la plupart de mes rêves, j'avais l'impression que je ne rêvais plus du tout. C'était vraiment perturbant et ça m'inquiétait. Je ne comprenais pas pourquoi je me sentais comme ça, comme vide à l'intérieur. Et puis, chaque matin, je voyais la porte du frigo ouverte. Je dois avouer que ça me tracassait énormément parce que ça se passait à chaque fois la nuit et je ne le découvrais qu'à mon réveil. Un matin, je suis allé dans la salle de bain pour me faire une toilette. Je me suis regardé dans le miroir un peu de mauvaise humeur. Le fait de me réveiller chaque fois avec cette sensation de fatigue intense avait tendance à m'irriter. Il n'y avait qu'une semaine qui était passée depuis mon déménagement et je me sentais de plus en plus faible. J'ai malgré tout pris ma brosse à dents et j'ai déposé une petite louche de dentifrice dessus, puis j'ai inséré celle-ci dans ma bouche et j'ai commencé à frotter mes dents doucement. Je me suis soudainement senti très bizarre et j'ai donc écarquillé les yeux devant le miroir. Une douleur vive s'est précipitamment fait ressentir à mes gencives. J'ai retiré la brosse à dents de ma bouche et ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. La chose que je pensais être ma brosse à dents à l'instant présent était en fait mon rasoir.
J'avais essayé de brosser mes dents avec un rasoir. Ma bouche était en sang. Je souffrais. Je me suis mis à tousser de façon irrépressible. J'étais en train de m'étouffer avec mon propre sang qui stagnait dans ma gorge. Le goût du fer était tellement désagréable. J'ai jeté le rasoir ensanglanté dans le lavabo et j'ai ouvert le robinet pour rincer ma bouche en abondance. L'eau s'est très vite colorée en rouge vif. J'étais effrayé de voir qu'autant de sang pouvait sortir de ma bouche. J'ai rincé encore et encore, jusqu'à ce que l'eau devienne de plus en plus claire. Je me suis mis de l'eau sur le visage pour reprendre mes esprits et sortir de cet état de peur intense. J'ai fixé faiblement mon reflet dans le miroir. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de m'arriver. J'étais pourtant sûr et certain que c'était ma brosse à dents. Comment j'avais pu confondre ça avec un rasoir? Est-ce que j'étais en train de perdre la tête? Est-ce que c'était la fatigue qui me faisait tourner en bourrique? Je n'étais en aucun cas susceptible de répondre à mes propres interrogations. Tout ce que je pouvais affirmer, c'était que ma santé mentale était fortement affectée. Après ça, je suis retourné dans la pièce principale de l'appartement et je me suis immobilisé devant le frigo actuellement fermé. Ce n'était qu'une impression, mais j'étais persuadé que le frigo qui s'ouvrait tout seul la nuit avait quelque chose à voir avec tout ça. Tandis que tout semblait embrouillé dans mon esprit, une idée m'a frappé d'un seul coup. Je me suis tourné vers mon ordinateur portable et c'est là que j'ai pensé que je pourrais avoir des réponses si je filmais le réfrigérateur la nuit pendant mon sommeil avec ma webcam. Et c'est donc la décision que j'ai prise. Avant d'aller me coucher, j'ai allumé mon ordinateur portable et l'ai placé à un endroit stratégique dans un angle afin que le frigo soit dans le champ de vision de ma webcam. J'ai laissé la machine tourner tandis que je suis parti me coucher. Le lendemain à mon réveil, la première chose que j'ai faite en sautant de mon lit, c'est de visionner ce que l'ordinateur avait pu filmer durant la nuit. J'ai regardé la vidéo de façon accélérée car il s'était quand même écoulé pas mal d'heures entre mon coucher et mon lever. À un moment bien précis de l'enregistrement, quelque chose s'est bel et bien passé. Sur la vidéo, on voyait la porte du frigo s'ouvrir lentement toute seule à 4 h du matin. Voyant cette scène en boucle sur l'écran, j'ai pris la ferme décision de scotcher la porte du frigo pour qu'il arrête de s'ouvrir. Pour voir si ma technique fonctionnait, j'ai décidé de filmer à nouveau avec la webcam de mon ordinateur portable. Mais peu importe ce que je faisais, ça n'empêchait pas le frigo de s'ouvrir. Le truc le plus bizarre, c'est que ça se passait toujours à 4 h du matin. Je me demandais si cette heure pouvait signifier quelque chose puisque c'était redondant. Cet épisode de ma vie était très étrange et mystérieux. Je voulais savoir ce qu'il se passait, j'avais besoin de savoir. Pour ce faire, je n'avais pas 36 solutions à m'apporter, et j'ai donc pris une nouvelle décision. Il fallait que je voie ce qu'il se passe de moi-même. Pour ce faire, à l'heure de me coucher, j'ai activé un réveil à 3 h 57 du matin, 3 minutes avant que l'événement ne se passe. Ce soir-là, je me sentais anxieux et j'ai eu du mal à m'endormir. J'ai dû me forcer comme je le pouvais, jusqu'à ce que le sommeil m'emporte doucement dans ses bras. J'ai entendu un bruit qui m'a sorti de la torpeur. Un bruit sourd, vibrant, a retenti près de mon oreille. Je me suis réveillé doucement, de façon floue, jusqu'à entendre le vibreur de mon téléphone de façon beaucoup plus nettement. Le temps que j'ouvre les yeux et que je les pose sur l'écran, l'heure indiquait qu'il était 4 h moins 2. Allongé dans mon lit, émergeant doucement, mes yeux se sont rivés sur le frigo. De ce que je pouvais observer dans la pénombre, la porte était encore fermée pour le moment. J'ai attendu patiemment durant quelques minutes quand soudainement, un bruit a retenti au fond de la pièce. La porte du frigo était tout juste en train de s'ouvrir seule, comme si une force surnaturelle était présente. Et le pire, c'est que tout ça se passait devant mes yeux grands ouverts. Tandis que la porte grinçait très fortement, j'ai perçu instantanément une espèce de main ensanglantée sortir du frigo. Je n'en croyais pas mes yeux. La peur que j'ai ressentie à ce moment précis a immobilisé mon corps allongé. J'étais complètement tétanisé, dominé par la frayeur de la vision qui se portait non loin de mes yeux. Je ne pouvais détacher mon regard de cette main grandissante dans l'ombre de la pièce. Avez-vous déjà ressenti une peur tellement grande qu'elle vous empêchait de faire le moindre mouvement? Avez-vous déjà ressenti une terreur tellement grandissante en vous que celle-ci pèse des milliers de kilos sur vos membres? Je peux vous assurer que seuls ceux qui ont connu ça savent ce qu'est la vraie peur. À cet instant précis, c'est ce que je ressentais. Le regard figé toujours dans la même direction, je percevais une espèce de corps rampant sur le sol, tandis que le bas de celui-ci continuait à sortir de l'intérieur du réfrigérateur. Ce que je voyais semblait être le corps d'une personne démembrée. Elle rampait lourdement au sol vers moi quand, soudainement, elle s'est déplacée de façon très rapide et informe, jusqu'à coller son visage au mien. Ses yeux étaient vides d'émotion. Sa peau semblait craqueler et une odeur nauséabonde planait autour d'elle. Je voulais m'enfuir. Je voulais tellement m'enfuir. Mais j'étais tellement paralysé que je ne pouvais pas bouger un seul doigt. Je ne pouvais que me contenter de rester spectateur de cette scène morbide et terrifiante. Tu n'es pas
cette phrase. C'était la dernière chose que j'ai entendue avant de perdre conscience et de laisser place à un noir flou et profond. Le lendemain matin, j'ai accouru chez le propriétaire du logement. Je me suis mis à sonner comme un fou de façon précipitée. Tandis que je m'acharnais sur la sonnette de sa maison, il est finalement arrivé et a ouvert sa porte d'entrée. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a un fantôme chez moi! Il sort tous les jours de mon frigo! Alors que je tentais désespérément d'expliquer ce que je pouvais au propriétaire, il a coupé la conversation de façon nette et sur un ton plus que froid. Dégage. Je vous demande pardon? Libère le studio si tu veux pas y vivre. Mais ne t'attends pas à ce que je te rende le dépôt de garantie avant que je trouve un nouveau locataire. Et t'as intérêt à payer le loyer jusque-là. Après ces paroles, il m'a claqué la porte au nez. Il y avait tellement de colère dans chacun de ces mots que j'en suis resté bouche bée, n'osant plus rien faire. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse réagir de cette manière. Le propriétaire aimable et avenant que j'avais vu la première fois avait complètement disparu. Suite à ça, je suis rentré chez moi, déterminé à comprendre ce qui pouvait bien se passer. Je ne pouvais plus supporter cette situation qui me détruisait mentalement et à petit feu chaque jour. J'ai entrepris des recherches sur internet pour voir s'il n'y avait pas eu des incidents dans le quartier. J'ai été surpris de voir qu'il y avait de nombreux articles qui traînaient sur le web. Tous les articles racontaient la même chose, à quelques détails près. SSS a posté sur Naver Actualité. Corps féminin démembré retrouvé dans le réfrigérateur, suspect arrêté. Dans le quartier de Ueno à Tokyo, la police nationale a arrêté un homme soupçonné d'avoir commis le meurtre d'une femme dont le corps a été retrouvé dans le réfrigérateur. Le suspect l'aurait gardé démembré à l'intérieur de son réfrigérateur après avoir tué la victime. Une femme tuée et démembrée par son concubin. J'étais complètement horrifié de lire tous ces articles relatant le même fait exact. Comment quelqu'un pouvait-il commettre un acte aussi grave? C'était effroyable et insoutenable. Un voisin signale la police en raison de la puanteur. Le cadavre dans le réfrigérateur. Il a reconnu ses actes. La police a arrêté le suspect. Le corps a été retrouvé dans le réfrigérateur. La police en raison de la puanteur. Il a reconnu ses actes. Cadavre dans le réfrigérateur. Un voisin signale la police a arrêté le corps a été retrouvé dans le réfrigérateur. Un voisin signale la police en raison de la police a arrêté cadavre dans le corps a été retrouvé. Un voisin signale la police en raison de la puanteur. Cadavre dans le réfrigérateur. Un voisin signale la police dans le réfrigérateur. Ce gars avait gardé le corps de la victime dans son réfrigérateur. Je n'arrivais pas à m'enlever ces mots de l'esprit. J'ai pris mes mains et j'ai plongé mon visage dedans. Je ressentais un dégoût incommensurable. Après tout ça, j'ai attendu un moment avant de me décider à prendre mon téléphone et d'appeler le propriétaire du studio. J'étais déterminé. La ligne a sonné alors que j'attendais impatiemment qu'il décroche. Allô? Je suis le locataire du demi-sous-sol. J'ai une question à vous poser. Libère le studio si t'en veux pas et ne me pose plus de questions. J'en ai rien à foutre que vous ne m'ayez rien dit à propos de cette affaire de meurtre. Mais est-ce que vous avez laissé le frigo dans lequel était gardé le corps dans l'appartement? Un silence de plomb s'est fait ressentir. Il n'a rien dit pendant plusieurs longues secondes. Puis, d'une voix hésitante, il a fini par répondre. Bien sûr que non. Je t'assure que le frigo, lui, a été remplacé. Allez, essaye de t'y habituer. De m'y habituer? Ces paroles m'ont choqué au plus haut point. J'ai raccroché. Je ne voulais plus rien entendre de la part de cet homme. J'ai libéré le studio le jour même. 15 jours plus tard, le propriétaire a trouvé un nouveau locataire et m'a donc rendu le dépôt de la garantie. Je me suis dit qu'il avait dû faire le même coup qu'il m'avait fait et proposer un prix attrayant pour pouvoir le louer au plus vite. Tandis que je marchais dans la rue, sac de course à la main, je suis passé devant deux femmes en train de discuter. T'es au courant? Il a encore reçu un nouveau locataire. C'est pas vrai? Ah si, je t'assure. Ça fait à peine quelques jours que l'ancien locataire a pris ses jambes à son cou et il a déjà reloué son appartement. Tu crois pas qu'il devrait faire exorciser les lieux? Oh là là, m'en parle pas. Il a encore appelé la chamane dès que le gars a pris la fuite. Mais apparemment, le fantôme ne disparaîtra pas même si on détruit et reconstruit le lieu. De ce qu'il se dit, la chamane est persuadée qu'il faudrait faire un sacrifice vivant pour le faire disparaître. Ce que je me suis demandé à cet instant, c'est... Est-ce que le nouveau locataire du studio est au moins au courant du secret qui le hante?
J'adore l'horreur. J'aime écouter des histoires qui font peur, lire des récits horrifiques et regarder des films d'horreur. Bref, vous l'aurez compris, le monde de l'horreur est une vraie passion pour moi. À cette époque, j'adorais les conventions et les soirées à thème horrifique. Rencontrer d'autres amateurs d'horreur, manger avec eux, en parler et partager nos hobbies est le plus grand des bonheurs pour moi. Je vous raconte ici la raison pour laquelle j'ai cessé de me rendre à ce type d'événement. Je participais à un club où nous étions entre 20 et 30 connaissances et dans lequel nous nous retrouvions occasionnellement. En général, les participants aux soirées étaient toujours les mêmes. Il s'agissait de dîners privés. Un jour cependant, il y eut cet homme qui était venu et qui m'était complètement inconnu. Je me souviens qu'il portait un costume cravate. Je trouvais ça assez étonnant, mais bon, certaines personnes avaient tendance à porter des costumes au quotidien, alors je ne faisais pas vraiment attention. Il avait le teint assez pâle. Je supposais qu'il travaillait dans une entreprise avec peu d'exposition au soleil. Ce sont des choses qui arrivent. Néanmoins, cet homme m'intriguait et je cherchais un moyen de discuter avec lui. Et j'ai eu rapidement cette chance puisqu'il avait pris place juste à côté de moi. J'ai donc commencé à lui parler. Salut, enchanté, je suis Requiem. Pour me présenter à lui, j'avais utilisé mon pseudo habituel, celui que j'utilisais partout sur internet. Requiem? C'est un nom un peu bizarre. Ah non, c'est pas mon vrai nom, c'est mon pseudo sur le groupe. Et toi, c'est quoi ton pseudo? Mon pseudo? Eh bien, je n'en ai pas. Tu peux m'appeler par mon vrai nom, Yugo Takahashi. Je m'étais évidemment demandé pourquoi cet homme était ici s'il ne faisait pas partie de notre groupe, mais je n'y avais pas fait plus attention que ça sur le coup. Après tout, je m'en fichais, la fête était amusante et j'étais venue pour me détendre. Au fait, pourquoi tu portes un costume? C'est une longue histoire. Tu veux l'entendre? J'ai acquiescé avec un signe de tête et il commença à me raconter. Il y avait une fille avec laquelle je sortais depuis que j'étais étudiant. C'est un peu embarrassant de raconter ça. C'était vraiment une personne très gentille. Elle s'appelait Haru. Elle était douce et belle avec tout le monde. Et son sourire était vraiment très mignon. Les femmes ont tout un beau sourire en fait. Mais celle-là, elle en avait un spécial. Elle était très populaire, donc je suis sûr de ne pas avoir été le seul à ressentir ça. On a continué à se fréquenter après la fin de mes études. On adorait tous les deux regarder des films ensemble. Puis un jour, on devait aller voir un film romantique au cinéma. Je me rappelle que c'était au 3e étage. Alors j'ai pris l'ascenseur. J'étais jeune, tu dois sûrement te dire que j'aurais pu prendre l'escalier et tu aurais eu raison. J'aurais vraiment mieux fait. On est montés tous les deux dans l'ascenseur et... à ce moment, il y avait un homme inconnu à l'intérieur. Ensuite, il s'est passé quelque chose de très étrange. Il s'est placé entre nous en me poussant sur le côté avec force. Il s'est adressé à Haru et lui a dit... Ça faisait longtemps, Haru. Tu te souviens de moi? J'étais perplexe. Mais ça m'a rassuré de voir qu'elle semblait encore plus perdue que moi. C'était une situation vraiment gênante. C'était pas normal. L'homme a continué à parler. Ah, tu ne te souviens pas? C'est pas grave. J'ai assez d'amour pour toi pour pardonner ça. Je m'appelle Yasuo et on était dans la même classe de la maternelle jusqu'au collège. Après avoir entendu le nom de Yasuo, Haru a semblé se souvenir de quelque chose. Je l'ai vu à sa tête, mais ça n'expliquait toujours pas la situation étrange. Elle a répondu... Yasuo? Oui. Oui, je me souviens. Mais qu'est-ce que tu fais là? À ce moment-là, l'homme a dit quelque chose de vraiment ahurissant. Je suis venu te chercher. Épouse-moi. J'étais sous le choc et j'ai rétorqué quelque chose comme « Mais qu'est-ce que vous racontez ?» J'avais le souffle coupé, je ne me sentais pas bien. Et là, il m'a répondu quelque chose de complètement dingue. Tu crois que t'es qui? J'ai aimé Haru en premier. T'es arrivé qu'après. C'est pourquoi je gagne. J'étais ahuri, je ne comprenais pas tout, mais à ce moment, je ne pensais pas que c'était un événement important. J'ai donc embrassé Haru et nous sommes sortis de l'ascenseur. L'homme s'est alors écrié. Sois sûr que je reviendrai te chercher. J'ai soupiré tellement je trouvais ça ridicule. J'en ai même ri pour te dire. Après ça, on s'est rendu dans la salle du film et l'avons regardé tranquillement. Puis, quand tout ça s'est terminé, nous sommes retournés à la voiture. Le temps d'y aller, je me suis posé quand même quelques questions. Et j'ai décidé de demander à Haru qui était ce type. Elle a simplement répondu... Oh, c'était Yasuo. C'était sûrement le garçon avec moi à l'école. Mais de là à le croiser aujourd'hui, je ne pensais pas que c'était lui parce qu'il a toujours été silencieux et discret. Il n'avait rien à voir avec moi. Je l'ai trouvée un peu pâle et surtout tremblante. Mais je comprenais, il y avait de quoi sentir mal. C'est à ce moment que j'ai pris la décision de faire très attention à ce mec.
Puis le lendemain matin, comme d'habitude, je me suis levé et je suis parti travailler. J'étais sur le point d'arriver au bureau quand j'ai reçu un appel d'Haru. Hyugo, il faut que tu m'aides. Yasuo est à mon travail. J'ai eu un très mauvais pressentiment. Je ne pensais pas qu'il se passerait quelque chose aussi vite. On l'avait rencontré moins de 24 heures plus tôt. Je me suis donc précipité à l'entreprise où elle travaillait et je l'ai rejoint dans un combini pas loin de son travail. Je l'ai trouvée dans un état lamentable. Une fois de plus, elle était toute blanche et je voyais qu'elle se sentait désolée de m'avoir fait déplacer. Je lui ai demandé où est-ce que le gars était et elle m'a répondu que lorsqu'elle s'était rendue au travail, elle l'avait aperçu devant son entreprise. Ça ressemblait à une tentative de piège. J'ai pris la décision de me rendre directement à l'entreprise et effectivement, je l'y ai vu. À cet instant, je me suis senti tellement en colère que je n'ai pas pu me maîtriser et j'ai couru dans sa direction en lui hurlant dessus. Ah bordel! Mais qu'est-ce que tu fous là? Non, et t'as pas honte? Je hurlais dans la rue, les passants me regardaient. J'attirais l'attention sur moi, mais je m'en fichais complètement. Comme Yasuo n'était plus très loin, j'ai parcouru les derniers mètres qui nous séparaient. Je suis venu chercher Haru. Je l'aime et je l'ai aimée bien avant toi. Je l'observe depuis très longtemps. Elle est à moi et à personne d'autre. En quelques secondes, Yasuo était au sol, et je me suis mis à le frapper à plusieurs reprises. J'étais tellement énervé que je perdais la tête, et je ne savais même plus ce que je faisais. Au bout d'un moment, les gens autour de nous sont intervenus et m'ont retenu. Ils ont aussi appelé la police qui a rappliqué très rapidement. L'histoire a été réglée comme un simple accrochage. Haru et moi avons pris une journée de congé après ça. Yasuo, lui, est parti en disant « Je reviendrai te chercher !» Après ça, il a recommencé à rôder autour d'elle. Elle n'avait plus un seul instant de paix. Il était partout, tout le temps. Mais il ne disait et ne faisait rien. C'était tout simplement odieux. Malheureusement, tout ça ne suffisait pas pour que la police intervienne, vu qu'il n'avait pas blessé physiquement Haru. Cependant, dans la situation actuelle, il prétextait simplement d'être de passage, par hasard, et se disait innocent de tout acte interdit. Comme il ne la lâchait pas, Haru a commencé à rester de plus en plus enfermé à la maison. Et son beau sourire a disparu peu à peu. À force de porter plainte, les policiers ont finalement demandé à Yasuo d'éviter notre rue. Mais forcément, tu t'en doutes, il ne s'est pas arrêté là. On ignore comment il a fini par trouver le numéro de téléphone de Haru. Évidemment, on a pris des mesures. Elle filtrait ses appels et l'a même bloqué. Mais il avait un nombre ahurissant de numéros différents. Dès qu'elle en bloquait un nouveau rappelait, c'était sans fin. Finalement, elle a dû faire annuler son forfait téléphonique. Et c'est là qu'on a commencé à recevoir des courriers. En plus des lettres d'amour plus ardentes les unes que les autres, on recevait chaque jour 11 photos d'enfance de Haru. Pour la plupart, les photos étaient des photos familiales, que seuls les membres de la famille de Haru auraient dû posséder. D'autres photos avaient visiblement été prises par un voyeur à différentes époques de sa vie. De plus, le détail des 11 photos n'était pas anodin. Haru est née durant le 11e mois de l'année, en novembre donc. Elle se sentait à bout de nerfs et a fini par quitter son emploi, car elle ne pouvait plus sortir de la maison. Elle était complètement terrifiée. Je voyais l'espoir se détacher d'elle au fur et à mesure que les jours passaient. J'étais le seul à continuer de m'accrocher, et même si c'était normal, ça rendait notre relation difficile. Petit détail soit dit en passant, Haru n'a pas de famille proche. À part moi, elle n'avait personne. En tout cas, j'étais ahuri de l'acharnement de Yasuo. C'était vraiment impressionnant en quelque sorte. Il n'aurait sans doute pas pu faire ça s'il n'aimait pas Haru, et ce depuis longtemps. J'avais de la peine pour elle. Mais ça me flattait d'être celui qu'elle avait choisi. Ça devait être dur pour elle d'être aussi séduisante. C'était vraiment un sale type. Comme je voyais que la situation ne s'arrangeait pas, nous avons eu une bonne discussion ensemble, et avons décidé de franchir le pas, ainsi que d'enquêter sur Yasuo. Les recherches ont malheureusement été infructueuses. Personne n'avait l'air d'être ami avec lui, et nous n'avons rien trouvé sur son potentiel emploi. L'enquête était un échec total. Nous avons même été jusqu'à contacter d'anciens camarades de sa classe, et n'avons rien appris de très intéressant. Apparemment, les parents de Yasuo étaient riches, et il avait 3 frères. Lorsque des amis avaient tenté de lui rendre visite, les frères avaient ouvert la porte et prétextaient ne pas connaître d'enfant de son nom. Contrairement à Haru, moi je suis proche de ma famille, et je me sentais un peu empathique envers l'enfance de Yasuo, qu'il ne pouvait pas avoir eue. Il devait se sentir tellement seul, si même ses frères et sœurs disaient ne pas le connaître. Enfin, sœur, nous n'avons pas eu beaucoup plus de détails à ce sujet. Elle aurait disparu, serait morte. Bref, cette famille semblait être encore entourée d'épais mystères. Une nuit, alors que nous faisions une petite balade nocturne avec Haru, Yasuo surgit devant nous. Elle hurla alors de peur. Je décidai donc de m'approcher et lui dis « J'ai compris. J'abandonne. C'est fini. J'en ai assez.
Pourquoi? Pourquoi je devais subir tout ça? Je me retire, c'est trop, non. Non. C'était le seul moment où j'ai envisagé cette solution. Je me disais que si j'abandonnais la lutte, Haru pourrait peut-être être avec Yasuo et qu'il arrêterait de la harceler. Sauf que Haru a réagi d'une manière complètement choquée. C'est une blague! Ne dis pas ça! Tu te moques de moi, pas vrai? Ne m'abandonne pas! Je t'en supplie! Elle hurlait en me suppliant. Je ne savais pas quoi faire à ce moment. Tiens, tu pourrais utiliser ça? Il m'a tendu sa main et quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un couteau dedans. Tu devrais me tuer avec ça. Vraiment? Il est resté la main en l'air et j'étais complètement paumé. La pression était immense. Et c'est alors que je me suis dit que je n'avais plus rien à perdre. Cette situation me dépassait complètement. J'étais finalement moi aussi tombé dans le désespoir. J'ai alors pris le couteau et j'ai foncé sur Yasuo. J'ai agi sous le coup de mes nerfs qui lâchaient, comme si j'avais complètement perdu la tête. Quand j'ai à peu près repris mes esprits, j'ai réalisé que mes mains étaient mouillées et chaudes. Bien trop chaudes. Une odeur âcre s'en dégageait. Je me sentais horriblement mal, j'avais envie de vomir. À ce moment, Yasuo s'effondra à terre. Et peu de temps après, il fut emmené par une ambulance. Cette blessure lui fut fatale. J'ai été sans surprise inculpé pour meurtre. Et j'ai fait de la prison pendant longtemps. Tous ceux qui tenaient à moi sont venus me voir en visite à la prison. Bien sûr, Haru est venue elle aussi. Et au moment de sa visite, elle semblait malade. Yasuo vient toujours me voir. C'était incompréhensible. Il ne faisait plus partie de ce monde. Il n'y avait aucun moyen pour qu'il revienne la harceler. Je ne comprenais pas ce que Haru voulait dire. Après avoir purgé ma peine, je suis finalement sorti de prison et j'ai reçu un message. J'attends ton retour pour préparer ton plat préféré. Du porc au gingembre. Ces mots de Haru me donnaient du baume au cœur. Et je rentrais d'un pas pressé. Quand j'ai poussé la porte, j'ai découvert la chose la plus horrible de ma vie. Haru pendu. Il y avait un plat de porc au gingembre et une lettre d'elle. C'était une lettre d'amour et de gratitude, mais aussi de mise en garde. Elle prévenait que Yasuo réapparaissait régulièrement sous la forme d'un fantôme et que rien n'était fini. J'étais désespéré. J'ai alors pris la lourde décision de me donner la mort en sautant du toit de notre immeuble. Et je suis mort. Je porte donc un costume en prévision du jour où je pourrai enfin la revoir. J'ai écouté l'homme en costume parler pendant très longtemps, mais je peux vous assurer que ça m'a semblé ne durer qu'un instant. Quand il s'est finalement tu, l'homme s'est mis à me regarder d'un air distrait et j'ai simplement dit « Alors, je suis en présence d'une chose. » Et j'ai quitté la soirée. Après coup, je me suis sentie stupide, mais inquiète quand même. Puis, j'ai décidé, tandis que je laissais un commentaire sur un autre groupe, de raconter l'histoire de l'homme en costume. J'ai vu que quelque chose n'allait pas. Un mec en costume cravate? J'ai vu personne qui est habillé comme ça à la soirée. C'est toi qui étais bizarre, Requiem. J'ai essayé de te parler pendant la soirée, mais tu avais l'air plongé dans tes pensées. C'est clair. On a tous vu que tu étais ailleurs. On s'est même demandé s'il y avait un problème. Personne n'avait jamais vu cet homme en costume. Personne n'avait entendu son histoire. Il m'avait juste vu comme si j'étais restée seule durant toute la soirée. On dit que les esprits se rassemblent lorsqu'on parle beaucoup d'histoires effrayantes. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi cet homme m'est apparu devant moi. Et Haru? Est-ce que Yugo était apparu ce soir-là auprès de personnes parlant beaucoup d'histoires effrayantes, en espérant que ça la ferait venir? Il pensait retrouver Haru qui, elle aussi, a dû devenir un fantôme. Mais s'il ne l'a pas déjà revue, elle a peut-être rejoint Bouddha et les divinités. Sans même parler du contenu de l'histoire de Yugo, j'ai été choquée de me rendre compte que je vivais un épisode paranormal qu'après coup. Ça m'a terrifiée. Et pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise de nouveau, je ne vais plus à ce genre d'événement.
S'il vous plaît, vous qui découvrez mon témoignage, faites attention aux lieux où trop d'histoires effrayantes sont racontées. Sinon, vous aussi, vous risquez de croiser ce genre de phénomène. Ça va vous paraître très bizarre dit comme ça, et surtout pas du tout commun, mais comme toute personne, j'ai un passe-temps, seulement il est assez spécifique. Pour être plus précis, j'adore faire des collections de photos insolites que je trouve sur Street View. On y trouve des photos en 360 degrés fournies par les services de cartographie en ligne. Sachez que j'ai recueilli plus d'une centaine d'URL contenant des images inhabituelles, comme des célébrités, des scènes de violence, des ovnis, des exhibitionnistes, et j'en passe. Et mon but, c'est de les rendre publics un jour. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous raconter comment je me suis impliqué dans une étrange affaire à cause de mon passe-temps. Un jour de septembre en 2019, je tuais le temps en regardant des Street View comme à mon habitude. Je me baladais sur le site à la recherche de photos hors du commun pour les ajouter à ma petite collection. C'est là que j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Sur une image d'un canal d'écoulement au bord d'une rizière, on voyait très clairement qu'il y avait quelque chose d'anormal sur cette image et donc, à l'aide de ma souris, j'ai fait un zoom dessus. On pouvait apercevoir une espèce de main blanchâtre ressortir du canal d'écoulement. Légèrement surpris de voir ça, j'ai vérifié d'autres photos prises sous différents angles et j'ai remarqué que la main était visible sur chacune d'elles. J'ai regardé le bas de mon écran et sa date indiquait que les photos avaient été prises en novembre 2018, soit un an auparavant. Comme l'endroit ne se trouvait pas très loin de ma résidence, j'ai eu envie d'aller vérifier ça par moi-même. J'ai donc pris ma voiture pour visiter le lieu en question. La route avait été tranquille. Il n'y avait pas beaucoup de circulation puisque c'était dimanche. Ça m'aurait embêté de me retrouver dans des embouteillages pendant des heures en sachant que l'adresse du lieu se trouvait à peine 15 minutes en voiture de chez moi. Une fois sur place, je me suis très vite rendu compte que l'endroit était peu fréquenté. Concrètement, c'était désert au moment de ma venue. En cherchant un peu au niveau de la rizière, j'ai finalement découvert le fameux canal d'écoulement. Je me suis mis à genoux histoire d'être à la hauteur de la sortie du canal et j'ai regardé rapidement à l'intérieur. Ce que j'ai vu m'a complètement choqué et dégoûté. À l'intérieur se trouvait nul autre qu'un cadavre déjà bien en décomposition. J'ai été tellement surpris que j'en suis tombé à la renverse. Je me suis très vite éloigné du canal pour prendre mes distances. Ce que je venais de voir était beaucoup trop glauque et le fait de voir ça en vrai changeait complètement d'une simple photo de Street View. Je n'ai pas attendu une minute de plus et j'ai directement appelé la police pour qu'elle vienne sur place. Il était tout de même question d'un cadavre gisant dans un canal d'écoulement, et il en était de mon devoir de citoyen d'appeler des professionnels pour ce genre de cas. 110, bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, j'ai besoin de la police s'il vous plaît. Pouvez-vous expliquer l'objet de votre appel? J'ai trouvé un cadavre dans un canal d'écoulement. Un cadavre? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un? Où se trouve-t-il? Dans la campagne de Shimane. Très bien. Je vous envoie tout de suite une voiture de police sur place. Je vous remercie. Suite à cet appel, pas moins de 5 voitures de police sont arrivées en même temps quelques minutes plus tard. Le site, qui était auparavant désert, se retrouvait maintenant bondé de policiers. De loin, je les observais examiner le canal et très rapidement, ils purent voir que je n'avais pas menti. Le cadavre était bien présent. Ils apportèrent une civière et le déposèrent dessus, puis le recouvrirent d'un drap blanc pour éviter de choquer qui que ce soit le temps du transport. Sur l'annulaire de celle-ci, on pouvait voir un anneau briller à la lumière du soleil. Les policiers s'empressèrent de transporter la civière jusque dans l'une de leurs voitures, tandis que l'inspecteur en chef me prit à part et commença à me poser des questions. Bonjour jeune homme, je suis l'inspecteur Virus. Pouvez-vous m'expliquer comment vous avez trouvé ce corps? Bonjour inspecteur. Eh bien, je pense que ce n'était rien d'autre qu'un concours de circonstances. Expliquez-vous? Je me baladais sur Street View lorsque j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait sur l'une des images. Street View? Le truc qui permet de voir le paysage à travers les applications? Oui, regardez, j'ai pris des screens sur mon téléphone. J'ai donné mon téléphone à l'inspecteur qui posait son poing sous son menton et prit un air de réflexion en observant les images présentées sur l'écran du téléphone. Vu la position de la main, la victime était toujours en vie en novembre 2018 quand la photo a été prise. On peut aussi voir les photos prises en 2017. Mais là, on n'y voit rien. Pas de main. Effectivement. L'inspecteur rendit mon téléphone, il s'était retourné d'un seul coup puis avait porté son propre portable à son oreille. Matsuda, contacte le responsable du portail web pour savoir à l'heure exacte à laquelle on a pris la photo. D'accord, chef. Envoie-moi les infos plus vite. Ça m'avait rendu plutôt triste de réaliser que cette femme enfermée dans le canal devait avoir secoué sa main pour appeler à l'aide. Rien que d'imaginer sa souffrance, je me sentais mal à mon tour. Mais je n'avais pas pu vraiment avoir le temps d'y songer puisque l'inspecteur s'était de nouveau tourné vers moi pour me donner sa carte. Il y avait son numéro de téléphone dessus.
Appelez-nous si vous avez d'autres informations. Vous pouvez être convoqué au commissariat en tant que témoin. Plusieurs jours passèrent et l'enquête avait avancé très rapidement. Les médias s'étaient vite approprié cette affaire. Toutes les chaînes d'infos ne parlaient plus que ça, et je pouvais donc suivre l'affaire en cours sans avoir à contacter la police pour en connaître les avancées. De ce que j'avais appris, les analyses ADN avaient été faites et avaient dévoilé que la victime était une femme âgée d'une trentaine d'années. Elle avait été portée disparue en décembre 2018. Son mari aurait signalé sa disparition au retour de ses 3 mois de voyage d'affaires à l'étranger. Mais il y a eu des témoignages de voisins révélant que le couple se disputait assez fréquemment. Le mari avait donc été considéré automatiquement comme le principal suspect de l'affaire. En revanche, il s'est passé quelque chose de très étonnant. Il fut aussitôt écarté de l'enquête puisqu'il se trouvait hors du pays au moment où les photos Street View avaient été prises. Quand on y réfléchit, si le mari l'avait tué en septembre avant de partir en voyage d'affaires, ça aurait signifié que sa femme aurait survécu 2 mois dans le canal d'écoulement. Et ça semblait totalement impossible. C'était très étrange et presque indescriptible. J'avais l'impression qu'il manquait une pièce du puzzle et que c'était la plus importante pour résoudre cette affaire. Les chaînes d'information parlèrent donc de cet accident pendant 2 mois, puis passèrent complètement à autre chose. L'affaire était tombée dans l'oubli. Malheureusement, celle-ci fut classée sans suite. J'ai pris alors la décision de me reconnecter sur Street View afin de vérifier de nouveau le lieu du crime. J'avais ce goût amer d'insatisfaction et de frustration. Quand le site apparut à l'écran, j'ai tout de suite remarqué que les photos avaient été remplacées par celles prises en août 2019. J'ai été pris d'un choc soudain. Je n'en croyais pas mes yeux. Quand je vis ces nouvelles photos, j'ai immédiatement appelé l'inspecteur. Allô ? Inspecteur Virus, regardez le lieu du crime sur Street View. Ils ont remplacé les photos avec celles prises un mois avant la découverte. Mais la main y est toujours. Vraiment ? Il y a 11 mois d'écart entre la première photo et celle-ci. Mais c'est impossible qu'elle ait survécu 11 mois dans un canal. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'elle a levé la main après sa mort ? Je suis resté bouche bée à regarder l'écran de mon ordinateur. Plus un son ne sortait de ma bouche. Attendez, vous avez remarqué ? La dernière fois, on voyait sa main droite. Sur cette photo, elle lève sa main gauche. Pardon ? Je regardais de nouveau l'image en question, zoomant progressivement sur l'entrée du canal d'écoulement. En visionnant cette photo de façon intense, je pense avoir compris ce qu'elle voulait dire, et ce même après sa mort. Sur la photo prise en 2019, la femme n'avait plus son alliance. Il ne restait que la trace. Ce qui voulait dire qu'elle l'avait sans doute enlevée et donc qu'avec son mari ils avaient rompu. Finalement, son mari était bien le coupable de ce crime. De retour de son voyage d'affaires, il avait remis la bague à sa place pour que personne ne le suspecte. Ça expliquait pourquoi sur le brancard elle avait son alliance, alors qu'elle ne l'avait pas 1 mois avant. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est une histoire que j'ai vraiment vécue. Je me rappelle que ça s'est passé pendant l'été de mes 20 ans, et j'avais décidé d'organiser une fête et un grand barbecue dans un chalet à la campagne avec mes amis. Près de cet endroit, il y avait un paysage vraiment très joli, typique des paysages de campagne japonais. Il y avait aussi une petite rivière qui s'écoulait juste derrière le chalet. Nous avons commencé à boire de l'alcool en début d'après-midi, et ce jusqu'à la nuit tombée. Je ne vais pas vous mentir, on était tous complètement bourrés. Certains étaient allés jouer dans la rivière, tandis que d'autres se sont amusés à allumer un feu de camp sur la rive. J'étais la seule à me sentir inquiète. J'avais peur que quelqu'un se noie ou bien se brûle. Même dans mon ivresse, je gardais un minimum de conscience. Et peu importe l'état dans lequel je pouvais être, je n'avais jamais fait de blackout ou autre. Je suis toujours restée lucide. Mais ce qui m'inquiétait encore plus que tout le reste était que j'entendais régulièrement quelque chose faire du bruit dans les buissons juste derrière le chalet. J'avais préféré ne pas en parler aux autres, de peur de gâcher la fête en inquiétant tout le monde. Je me répétais dans ma tête « Allez, arrête un peu d'être parano et profite de la soirée. » Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie m'amuser avec mes amis. Nous avons continué de boire encore et encore jusque tard dans la nuit. Vers la fin de la fête, j'étais tellement alcoolisée que je n'arrivais même plus à marcher jusqu'au chalet, qui pourtant était vraiment proche de moi. Comme c'était trop compliqué pour moi de m'y rendre et surtout de monter les escaliers de la bâtisse pour dormir dans un lit, j'avais pris la décision de dormir dans la voiture d'une de mes amies qui était garée juste devant le chalet. Je pense qu'il était environ 4 heures du matin à ce moment-là. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais seule et que tout le monde était déjà rentré à l'intérieur du chalet sans moi.
Tandis que je commençais à fermer les yeux pour dormir, toujours avec la tête qui tournait, je sentis que la voiture s'était mise à bouger. Ça ne ressemblait pas à un tremblement de terre. J'avais juste l'impression que la voiture flottait et qu'elle se balançait doucement. Je le rappelle, j'étais seule et mes amis étaient déjà tous rentrés. Pourtant, je pouvais percevoir le son d'une voix. J'ai tout de suite pensé que mon esprit me jouait des tours, sûrement à cause de tout l'alcool que j'avais ingéré. Quand j'y repense, je me dis que je n'aurais jamais pu inventer ces secousses. Au bout d'un moment, les secousses ont fini par empirer. J'ai pensé que c'était quelque chose de profondément malsain qui était là. J'étais ivre morte, ma tête tournait de façon interminable. Je ne pouvais pas tenir droite sur mes jambes, j'étais seule et sans défense. Je ne pouvais absolument rien faire. Je suis alors restée figée de peur contre le siège de la voiture. Cet événement a bien duré 20 secondes. 20 secondes de pure terreur, 20 secondes qui m'ont paru durer une éternité. Après quoi, les tremblements de la voiture ont lentement cessé. J'ai cru que c'était enfin fini et je me suis sentie soulagée. Mais soudainement, bam, bam, bam! J'avais l'impression que des mains frappaient la voiture un peu partout. J'étais horrifiée et je me suis mise en boule en priant pour que tout ça s'arrête. 15 secondes plus tard, les coups se sont stoppés et ont été remplacés par des rires terrifiants qui tournaient tout autour de moi. Est-ce que j'étais en train de devenir cinglée ? Je vous promets que cette idée m'a paru complètement plausible à ce moment-là. Les rires se sont ensuite arrêtés d'un seul coup. Je n'entendais plus rien, juste le silence de la nuit. Je n'ai pas osé bouger et je n'ai pas réussi à m'endormir tellement j'étais effrayée. J'ai attendu que le petit matin pointe le bout de son nez et quand je suis sortie de la voiture, j'ai regardé l'état de la carrosserie. J'ai failli m'évanouir. Un peu partout, il y avait des creux. Des dizaines de creux en forme de mains dans le métal. Il y en avait des petites, comme des mains d'enfants, mais aussi des bien plus grandes comme celles d'adultes. Le plus troublant restait leur présence. Comment de simples mains avaient pu faire de telles marques ? Je ne comprenais pas qui avait pu faire une telle chose et surtout pourquoi. Cet événement m'a tellement terrifiée que j'ai décidé de ne pas prolonger le séjour et je suis immédiatement rentrée chez moi. J'ai demandé à un de mes amis de me ramener. La propriétaire de la voiture cabossée est elle aussi rentrée chez elle mais en pleurs, au vu de l'état de son véhicule. Elle m'a demandé si j'avais vu le responsable, mais comme je l'ai dit, je n'ai rien vu. Il faisait nuit noire et j'avais la tête qui tournait comme pas possible. Elle m'en a énormément voulu et refuse de m'adresser la parole depuis. Après ça, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cet endroit et je n'y ai plus jamais mis les pieds. Je me demande toujours, aujourd'hui où je vous raconte ça, ce qui a bien pu se passer cette nuit-là. C'est une question qui tourne en rond dans ma tête. Je me la pose, mais en même temps, je ne veux pas savoir. J'ai trop peur de connaître la vérité. Et surtout, je me pose cette question. Si j'avais eu le courage de sortir, est-ce que les personnes ou les choses qui ont fait ça m'auraient fait du mal à moi plutôt qu'à la voiture ? Si j'étais sortie à ce moment-là, peut-être que je n'aurais jamais pu vous faire part de mon témoignage. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais parlé de cette expérience à ma famille. Et comme elle me pèse beaucoup trop, j'ai décidé de vous la partager. Si des gens qui m'écoutent ont connu une expérience similaire à la mienne, je vous en supplie, dites-moi que tout va bien pour vous.
Bonjour à tous, j'ai quelque chose de terrible à vous raconter aujourd'hui. Je suis une femme japonaise de 42 ans, et il y a quelques années, j'ai acheté une maison d'occasion car malheureusement, mon défunt mari s'est effondré après une rupture d'anévrisme et n'a donc jamais pu rembourser le prêt de notre ancienne maison. Au fil de ce que je vais vous raconter, vous comprendrez peut-être ce que je veux dire par terrible. Comme je n'avais pas l'argent non plus, j'ai dû la mettre en vente à contre-cœur. J'ai trouvé ça particulièrement difficile, car il y avait énormément de bons souvenirs de l'époque à l'intérieur quand mon mari était encore vivant, et devoir me séparer de ce qui représentait un petit bout de paradis s'est révélé être un déchirement total pour moi. J'avais eu un coup de cœur pour cette maison que mon mari et moi avions décidé d'acheter. Elle était exposée plein sud, avec de grandes fenêtres et tellement de pièces spacieuses. La maison de nos rêves en soi. Quand nous l'avons visitée la première fois, on s'est tout de suite mis d'accord. Le futur est apparu très clairement à nos yeux. Nous nous imaginions aisément vivre dans ce logement, et ce, même avant l'achat. Nous voulions fonder une grande famille heureuse, mais finalement, ça n'a jamais pu se faire. Mon mari est parti bien avant de pouvoir réaliser notre rêve. Malgré ça, il me restait toujours un présent qu'il avait pu m'offrir, un enfant. Lorsque j'ai acheté cette nouvelle maison, mon fils avait 3 ans. Il ne restait que nous deux dans cette famille brisée, mais je n'ai jamais baissé les bras, et j'ai toujours pris bien soin de mon enfant que j'aime du plus profond de mon être. C'est la seule chose qui me restait, et je ne pouvais pas me permettre de la perdre. J'ai essayé du mieux que j'ai pu de me reconstruire en tant que maman, mais aussi en tant que femme, malgré la difficulté du deuil. Mon fils, lui, ne se rendait pas vraiment compte de tout ça, et c'est parfaitement normal. Il était si jeune à cette époque. Il ne comprenait pas la détresse qu'un adulte pouvait ressentir face à la perte d'un être proche. Il a donc grandi en connaissance de cause. Je ne lui ai jamais caché le décès de son père et je ne lui ai jamais imposé qui que ce soit d'autre en substitut de remplacement. Je me refusais ça pour le bien-être de mon fils. 3 ans après avoir emménagé dans la nouvelle maison, mon fils et moi sommes tombés malades. Nous souffrions d'asthme sévère. Ça arrive fréquemment chez les enfants. Mais j'ai été choquée de constater que moi aussi j'avais été touchée, car je n'avais plus fait de crise d'asthme depuis des années. Mon visage était si gonflé, si rougi par le manque d'oxygène et les allergies aggravées par l'asthme que les connaissances croisées dans la rue ne me reconnaissaient même plus. Comme nous avions changé de ville, je me suis tout d'abord demandé si ce n'était pas dû à l'air ambiant de celle-ci. Selon les endroits où l'on vit, l'air n'est pas le même. Ça aurait pu en être la cause. Évidemment, ce n'était qu'une hypothèse et je ne pouvais pas me permettre de déménager sur un coup de tête. En plus, je n'avais même plus les moyens de le faire. Cette maison était la seule que j'avais pu acheter. Je n'avais plus d'argent pour partir ailleurs et rien ne me garantissait que ça changerait quoi que ce soit. Nous sommes donc restés vivre dedans, encaissant les conséquences de notre santé fragilisée. Moi-même, je me sentais de plus en plus faible, affectée par l'asthme qui me causait des quintes de toux interminables. Plus d'une fois, j'en ai vomi. Plus d'une fois, j'ai cru que j'allais y passer, mais je suis restée forte pour mon fils. 10 ans ont passé ainsi. Pendant ce temps, mon fils a été très absent au collège et a dû abandonner l'idée d'aller au lycée. Je savais qu'il était complètement dévasté de ne pas pouvoir rendre honneur à notre famille. Malheureusement, ses problèmes de santé s'étaient aggravés au fil du temps et j'ai pris la décision de le garder à la maison. Lui ajouter le poids et la pression des études n'aurait en aucun cas arrangé ses conditions de santé. C'est également à cette période que je l'ai vu. Je passais dans le couloir un soir et j'ai vu cette chose blanche glisser vers moi. Je peux vous jurer que je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Pourtant, à l'instant où mes yeux se sont posés sur cette forme sphérique, tous mes poils se sont hérissés. Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu très peur. Je ne pouvais plus bouger et je n'arrivais pas à quitter le couloir. Même si cette chose ne m'avait pas fait de mal ou autre, je connaissais une personne médium et je l'ai appelée pour lui demander de l'aide. Elle est venue chez moi et après une inspection spirituelle de la maison, j'ai appris, grâce à elle, que 2 entités vivaient là avec nous. La personne médium ne les appelait pas démons, mais elle m'a quand même conseillé de quitter la maison au plus vite. Comme mon fils avait l'âge d'entrer au lycée, je me suis dit que j'allais nous construire une nouvelle maison et une nouvelle vie ailleurs, loin de ces choses terrifiantes. À ce stade, ne pas avoir d'argent était le cadet de mes soucis. J'ai dû faire un nouveau prêt et financièrement, ce n'était pas facile de vivre avec toutes ces charges à payer. Et je ne voulais surtout pas rester vivre dans cette maison. Cette fois, plutôt que de me laisser surprendre, j'ai fait appel à mon ami médium et nous avons célébré le Jinchisei. C'est une cérémonie que l'on fait en l'honneur de l'esprit de la terre et on l'applique en général avant la construction d'une maison. Ainsi, on s'assure les bonnes grâces de l'esprit de la terre et sa protection sur la maison.
Après tout ça, j'ai vécu avec la certitude d'être protégée et de n'avoir aucun mauvais esprit dans ma maison. Si jamais vous aussi vous avez vécu ce genre d'expérience un peu paranormale et que vous connaissez quelqu'un qui peut remédier à votre problème, n'hésitez surtout pas à faire appel à lui. Ça pourrait vous sauver la vie, comme à moi et mon fils. Depuis que nous vivons dans cette nouvelle maison, notre santé s'est améliorée de façon soudaine et mon fils a pu retourner au lycée. Il m'a avoué que le fait d'avoir contracté une maladie respiratoire qui l'empêchait de vivre de façon normale lui avait donné l'envie de suivre des cours de médecine pour pouvoir améliorer les vies des personnes en difficulté à cause de leur santé fragile. Mon fils ne le sait pas encore, mais je suis tellement fière de lui. Je sais que malgré les épreuves que nous avons traversées durant toutes ces années, il réussira à faire les études qu'il souhaite. C'est un enfant avec un grand cœur, toujours prêt à aider son prochain. Pour ma part, je suis toujours mère célibataire, mais finalement, ça me convient parfaitement. J'ai du mal à joindre les deux bouts, pourtant je m'en sors. Et vous savez pourquoi? Parce que même dans l'ombre, il y a toujours une part de lumière. Même devant un énorme mur qui se dresse devant nous, il y a toujours une faille pour s'y échapper. Croyez toujours en vous, soyez forts. Nous vivons tous des choses malheureuses et difficiles. Pour autant, c'est ce qui fait de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui. Depuis quelques années, ma femme a commencé à sombrer dans une sorte de dépression. Elle ne travaillait plus et ne sortait même plus de la maison. Parfois, elle n'arrivait même pas à sortir de son lit tellement elle se sentait mal. Je n'avais jamais connu un état de vide aussi intense. J'étais un homme d'une trentaine d'années et depuis que ma femme était malade, j'étais obligée de tout gérer. Le travail, les courses, le ménage à la maison et encore bien d'autres tâches. Parfois, je me rendais compte que tout ça m'épuisait mentalement et que je ne voulais qu'une chose, la quitter. Et lui faire ça aurait signifié commettre un meurtre en toute conscience. Je savais au fond qu'elle n'aurait pas supporté la séparation et qu'elle aurait mis fin à ses jours. C'était la dernière chose qui lui restait. Elle ne parlait plus à sa famille, n'avait plus d'amis. J'étais le seul à être auprès d'elle, alors, par dépit, je suis restée avec elle. Je travaillais dans le restaurant de ma femme. Avant sa dépression, elle avait investi dans un établissement pour réaliser son rêve de cuisinière. J'ai dû reprendre l'affaire, le temps qu'elle aille mieux. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Ce jour-là, je rentrais du travail assez tard, épuisée. Une fois à la maison, je me suis directement affalée dans le canapé. Par chance, c'était mon dernier jour de boulot, puisque j'avais enfin eu droit à des congés payés. Je voulais en profiter un maximum. Étonnamment, ma femme, elle, était à la cuisine en train de préparer à manger. J'étais assez surpris de la voir active. Je savais que sa dépression la bouffait de jour en jour et qu'à l'heure actuelle, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. J'essayais du mieux que je pouvais de la soutenir. « Kasumi, pourquoi on commanderait pas des plats à emporter pour ce soir? Je sais que tu n'es pas en état et j'ai pas envie que tu te forces à faire à manger si t'as pas envie. » Je veux te préparer quelque chose de savoureux. Tu sais, je suis en vacances. Tu te sens pas obligée? Sois patient. C'est quelque chose que tu vas adorer. Je restais dubitatif face à son attitude complètement différente. Et je n'ai pas dit un mot de plus et l'ai donc laissé continuer son activité puisque ça lui tenait tant à cœur. Ce jour-là, j'étais en compagnie de Mickey, mon amante. Ne supportant plus le poids de la dépression de ma femme sur les épaules, j'essayais de me soulager comme je le pouvais. Et Mickey était une bénédiction pour moi. Quand j'étais trop fatiguée de tout ça, j'allais la voir et tout allait tellement mieux. J'avais même pas mal de fois hésité à quitter Kasumi pour me mettre en couple avec elle. Et ce jour-là, elle me fit une annonce surprenante. Je suis enceinte. Est-ce que tu crois que je devrais m'en débarrasser? Quoi? Non. Pourquoi tu veux faire ça? Tu sais très bien. Oui, et toi tu sais que j'ai toujours rêvé d'avoir un fils. Garde-le, Mickey. Je ne sais pas quoi faire. Écoute-moi, je t'aime, d'accord? T'imagines? C'est notre bébé, à toi et à moi. Je t'aime aussi, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ta femme n'est pas au courant pour nous, et la naissance de ce bébé va foutre ta vie en l'air. Je vais divorcer. Hein? Mais le restaurant, il n'appartient pas à Kazumi? Si tu quittes le restaurant, comment tu vas faire pour gagner de l'argent? Ça coûte cher d'élever un enfant.
Donc t'insinues que je suis bon qu'à bosser dans un resto pourri et que je suis pas capable de faire autre chose? Non, je disais ça comme ça. Je devais m'être trop emportée, car elle ne dit plus rien par la suite. Un long silence pesant s'était introduit entre nous. C'était comme si un grand mur nous séparait. J'ai regardé Mickey, qui s'était contentée d'aller sur son téléphone, sur lequel était attaché un petit pendentif décoratif. Je fixai ses mains et je remarquai qu'elle portait toujours de très belles manucures, ainsi que la bague que je lui avais offert en gage de mon amour envers elle. Mais je l'avais déçue, je le savais. Le fait de savoir que j'allais avoir un bébé me comblait de bonheur, et sur le coup, j'avais eu l'impression que Mickey voulait me l'enlever. J'avais mal réagi, et je le savais. Mais je voulais vraiment cet enfant. Je le voulais de tout cœur. Je suis moi aussi resté silencieux, réfléchissant à mes paroles et mon coup de colère. Ce n'était pas de la faute de Mickey. Elle faisait de son mieux pour prendre soin de moi et ne pas briser ma situation financière. Mais je savais que je pouvais pas continuer ainsi. Je voulais faire ma vie avec Mickey et personne d'autre. Elle seule arrivait à me faire sourire, à me rendre heureux. Je venais tout juste de m'en rendre compte et j'étais déterminée à faire des sacrifices pour qu'elle aussi ressente tout ce qu'elle me faisait ressentir. Je suis désolée. J'aurais pas dû m'énerver contre toi. C'est pas grave. J'essaye de faire au mieux pour que tout aille bien pour toi. Je le sais très bien, mais je suis décidée. Je vais la quitter. Je veux être avec toi. Je veux qu'on garde ce bébé et je trouverai un autre emploi. Si je dois galérer pour gagner de l'argent, c'est pas un souci. De toute façon, ce sera jamais pire que de vivre avec Kasumi. Oui, sa dépression ne t'aide pas. Mais ce n'est pas de sa faute non plus. Je sais. Mais je peux pas garder l'excuse de sa maladie pour rester avec elle. J'ai pris ma décision. Tu es sûre de toi? Oui, j'en suis sûre. Tu sais, une de mes amies m'a dit que quelqu'un qu'elle connaît s'est marié avec un mec très riche. Mais il est mort dans un accident. Alors toute sa richesse lui est revenue de droit. Pourquoi tu me dis ça tout à coup? Eh bien, peut-être que pour te libérer de Kazumi, tu pourrais... je sais pas... faire en sorte qu'elle ait un accident? Je suis restée sans voix à la fixer. Elle, qui était dépourvue de la moindre méchanceté, venait de me sortir un truc pareil. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mais, à y réfléchir, son idée n'était pas stupide. En soi, Kasumi allait mourir dans tous les cas. Si je la quittais, elle se donnerait la mort. Dans tous les cas, j'allais commettre un meurtre. Il était peut-être préférable que je le fasse directement moi-même. Je n'aurais pas à supporter ses implorations. C'était la seule solution pour me libérer de toute cette emprise. Je fixais désespérément Kasumi tandis qu'elle continuait sa préparation. Je me sentais triste, un peu perdue, mais je savais qu'il fallait que j'agisse. J'essayais de me convaincre que si personne n'était dans les parages, il n'y avait aucun témoin, ça pourrait vraiment avoir l'air d'un accident domestique. Ça arrive plus fréquemment qu'on le pense. Je n'étais plus du tout heureux avec elle. Je me sentais vraiment désolée pour elle, mais l'envie égoïste d'être heureux, de ressentir à nouveau de la joie, envahissait tout mon être. Et si la seule solution était qu'elle meure pour que je puisse vivre comme je le souhaitais, bien, il n'y avait aucun autre choix. J'attendais simplement le moment propice. Le soir, Kasumi allait souvent sur le balcon, et c'était justement le moment parfait pour commettre mon acte. Je pensais que la pousser pendant qu'elle serait sur le balcon la ferait tomber, et qu'elle mourrait sur le coup. Ce geste passerait pour un suicide causé par sa dépression profonde. C'était le plan parfait. Personne ne me soupçonnerait jamais d'avoir commis un meurtre. Tandis que je me torturais l'esprit afin d'élaborer mon plan, je remarquai quelque chose posé sur la table basse. C'était un sac dont je ne savais absolument pas d'où il pouvait provenir. Kasumi, c'est quoi ça? Oh, ça? C'est un petit cadeau que je t'ai pris pour célébrer nos vacances ensemble. J'ai ouvert le sac, très interrogatif. Elle qui ne sortait jamais était allée me chercher un cadeau? Je voulais dire, sa maladie guérissait? Pourquoi maintenant? Pourquoi m'offrait-elle un cadeau alors que j'étais prêt à franchir le pas? Maintenant, je m'en voulais tellement de penser à faire ça. À l'intérieur du sac, il y avait un petit paquet cadeau et une enveloppe. J'ai tout d'abord ouvert l'enveloppe dans laquelle se trouvait une lettre. Dedans, il y était noté. Merci. Grâce à toi, je me suis retrouvée.
Je ne comprenais pas trop la signification de ces mots. Qu'est-ce qu'elle entendait par « je me suis retrouvée » ? Alors que j'y réfléchissais fortement, je pris le paquet cadeau dans mes mains et l'ouvris délicatement. Lorsque le contenu de la boîte se dévoilait sous mes yeux, je suis restée figée, lâchant tout par terre, complètement horrifiée. Mon visage était devenu blême en une fraction de seconde. Dans cette boîte, j'ai trouvé un doigt coupé. Pas n'importe lequel. Je l'avais reconnu tout de suite. Le doigt portait la bague que j'avais offerte à Miki il y a plusieurs mois. Je tournais la tête en vitesse pour voir si Kasumi me regardait, mais elle était bien trop occupée à faire à manger. La boule au ventre, j'ai sorti en silence sur le balcon et j'ai pris mon téléphone. Intérieurement, j'étais complètement paniquée. J'ai mis le téléphone à mon oreille alors que j'entendais la ligne téléphonique sonner. Décroche, s'il te plaît. Décroche. Réponds, s'il te plaît. Je t'en supplie, Miki, réponds-moi. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps pour décrocher? J'étais tellement inquiet que quelque chose te soit arrivé. J'observais, paniquée, Kasumi de là où j'étais alors que j'attendais la réponse de Miki. Elle était de dos, elle ne me voyait pas. Qu'est-ce que Kasumi t'a fait? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu dis rien? Putain, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Attends, c'est quoi ce bruit? Alors viens goûter le gros plat que je viens de te faire. Hein? Je l'ai préparé avec la chose que tu aimes le plus. J'ai retiré lentement le téléphone de mon oreille et me suis retournée vers Kasumi, dos à moi. En regardant de plus près, je remarquais cette chose effroyable. Je ne voulais pas y croire. Mon cœur s'est arrêté net. Elle avait le téléphone de Miki. C'était elle que j'avais au bout du fil. Je me suis sentie incroyablement mal, tandis que la nourriture continuait de bouillir. J'en suis certaine. Je l'entends. Je le sens. Je sais qu'il est là. Je vis dans un demi-sous-sol et depuis que j'ai emménagé ici, je sais que quelqu'un me traque depuis un mois. Tout ça me met hors de moi. Je sais que t'es là-bas. Arrête de te cacher, montre-toi. Je ne supporte plus cette situation. La seule défense que j'ai trouvée est d'hurler à plein poumon en espérant le faire fuir. Complètement ahuri, j'ai ouvert chaque porte de chaque pièce en continuant de vociférer. « Sors! J'ai dit sors !» Arrivé dans la cuisine, j'ai appuyé sur l'interrupteur et la lumière est apparue en une fraction de seconde. J'ai observé, immobile, les alentours de la pièce. Il n'y a rien. Il n'y a personne ici. Mais je le sais. Il vient dans ma chambre tous les jours. J'ai découvert son existence il y a un mois, dès le premier jour où j'ai déménagé dans cet ancien et sombre demi-sous-sol. Depuis lors, je sens quelqu'un qui se frotte à moi la nuit quand je dors. Et quand j'ouvre les yeux, quelqu'un est à côté de moi, me regardant avec des yeux clignotants et flous. C'est effrayant. Évidemment, je crie de terreur parce que ça me surprend, mais il disparaît tout de suite, et ça avant même que je puisse faire un seul geste. Depuis, il se cache dans mon appartement et me regarde. J'ai essayé d'appeler la police, et ce, à plusieurs reprises. Mais comme à chaque fois, il disparaît sans laisser de traces, la police a arrêté de me croire. Il n'y a plus qu'une solution à tout ça, puisque personne n'est décidé à m'aider, me défendre par mes propres moyens. La seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est de lui hurler des menaces à chaque fois que j'entre dans l'appartement, comme si j'essayais de chasser un fantôme. Ce que je comprends pas, c'est que ma porte a plusieurs verrous.
Alors comment fait-il pour entrer à l'intérieur? À chaque fois que je reviens chez moi, la porte est bien fermée. J'en suis à me demander si je ne devrais pas faire installer un autre verrou, tandis que je me triture l'esprit à me poser 1001 questions sur la façon dont il arrive à entrer dans mon appartement. Mon regard est attiré par la fenêtre de ma cuisine. J'aurais dû le savoir depuis le début. C'est évidemment par là qu'il se faufile. Ma fenêtre ne peut pas se fermer. Il n'y a que des barreaux, comme je vis dans un demi-sous-sol. En me rapprochant de celle-ci, je constate que c'est pratiquement impossible pour une personne adulte de pouvoir passer par là. Le sol extérieur couvre la moitié de la fenêtre. Est-ce qu'il arrive vraiment à passer à travers cet espace? Je me rapproche doucement afin de jeter un œil quand, soudainement, une main est sortie et a essayé de m'empoigner. Par chance, j'ai le réflexe de me reculer en fermant les yeux avant que celle-ci n'atteigne mon visage. Quand je les réouvre, la main n'est plus là. Est-ce que c'est le stalker? Je le savais. Il vient bien par la fenêtre. Trouvant ça inadmissible, je décide de sortir de l'appartement et de me rendre au 404. C'est là où vit le propriétaire qui me loue le demi-sous-sol. Énervé de ce qui vient d'arriver, je commence à cogner à la porte de façon vive jusqu'à ce que le proprio l'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Changer les barreaux de mes fenêtres. Pardon? Changer les barreaux? Oui. J'en ai fait installer des nouveaux quand vous avez emménagé ici, madame. Remplacez-les par des plus étroits. Ça se voit que vous ne savez pas ce que c'est d'être une femme qui vit seule. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh ben, c'est dur. Et c'est dangereux. Des mecs bizarres me tournent autour tous les jours. Et il y a une minute à peine, un gars a glissé sa main à travers les barreaux de ma fenêtre. Et c'est pas tout. Il y en a aussi un qui me regarde dormir par ces mêmes barreaux tous les matins à la même heure. Et c'est tout ce qu'il se contente de faire. Il reste planté là et me fixe avec ses yeux répugnants. Je vois. Attendez, j'ai pas fini. Il y a même un mec qui pisse par la fenêtre et qui s'enfuit. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est ce tracker qui se faufile tous les jours par la fenêtre. Alors changez-les! Madame, je vous ai prévenu quand vous avez emménagé ici. Quoi? Ne criez pas. Hein? Ce sont des appartements très bon marché, donc gardez votre calme et arrêtez de déranger tout l'immeuble. Il y a d'autres locataires qui vivent ici. Vous n'êtes pas toute seule. Donc, je vous préviens une dernière fois, ne criez pas. Est-ce que cette conversation a tourné au glauque en l'espace d'un instant? Je suis restée figée face au propriétaire qui m'adresse un énorme sourire bien plus que malsain. Ça m'a mise mal à l'aise et je n'ai plus rien rétorqué. Suite à ça, la pression est redescendue. Je ne sais pas quoi penser de ce qu'on vient de se dire. Le propriétaire a fermé sa porte en silence. Moi, je reste plantée comme une abrutie devant. D'un pas nonchalant et une mine déplorable, je décide de prendre la décision de rentrer chez moi. Je colle mon dos à la porte d'entrée intérieure du demi-sous-sol. Je baisse tristement la tête. Je comprends tout. Personne n'est décidé à m'aider. Que ce soit la police ou le propriétaire, ils n'en ont rien à faire qu'un fou dangereux m'épie la nuit. Finalement, les barreaux n'ont pas été remplacés malgré mon insistance. Depuis, les invités indésirables continuent de rôder tous les jours et je peux sentir le harceleur se rapprocher de plus en plus de moi. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Je viens de me faire réveiller. En panique, je commence à vociférer. Sors! J'attrape le premier objet qui peut me servir d'arme et je cours élancé dans la cuisine où se trouve la fenêtre à barreaux. Montre-toi et arrête de fuir! Comme d'habitude, personne ne répond à mes menaces. Et je peux vous dire une chose, c'est que je ne tiens pas à garder la situation telle qu'elle est actuellement. Personne ne veut m'aider? Très bien, je me débrouillerai toute seule, ce n'est pas un problème. Je cours partout, dans chacune des pièces de l'appartement. J'ouvre chaque porte avec une telle violence qu'elle claque tout contre les murs. À ce moment précis, rien à faire des soi-disant conseils du proprio. Rien à faire des autres locataires. Ils ne vivent pas ce que je vis. Alors s'ils ont un problème, ils ont qu'à venir me le dire en face. Putain, sors de là, sale enfoiré! N'entendant toujours personne, je perds espoir. Je relâche ma défense et retourne à la cuisine. J'allume l'interrupteur de la lumière qui jaillit juste après. L'appartement est vide. Je suis à bout. Je suis essoufflée. S'il te plaît. Putain de harceleur. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Réalisant l'impact de mes propres mots, je retrouve ma détermination. Celle que je venais tout juste de perdre à cause du désespoir.
Mon regard se ranime de fureur. Qu'est-ce que tu vas me faire, hein? Est-ce que je vais moi aussi finir aux infos comme ce que j'ai vu? J'étais assise devant ma télévision tranquillement. J'aimais bien me poser devant les infos en début de soirée. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me détendait. C'était un peu mon moment de tranquillité à moi. Ce matin, une femme âgée d'une vingtaine d'années a été retrouvée morte dans son appartement. Il semblerait que le tueur avait harcelé la victime à plusieurs reprises avant de, finalement, commettre une agression et de l'assassiner. À ce moment, j'ai vraiment pensé qu'il y avait des malades mentaux absolument partout et on n'était plus en sécurité chez soi. Mais sur le coup, j'ai écouté ça comme si ça rentrait par une oreille et que ça ressortait par l'autre. Finalement, je ne me sentais pas concernée à l'époque. J'aurais dû. Allongée dans mon lit, fixant le plafond, je réfléchis à tous ces événements abrupts. Ce n'est pas juste une histoire fictive ou inventée qui est passée aux infos. J'ai peur. La police ne me croit même pas. Je ferais mieux de faire changer les barreaux avant qu'il m'arrive la même chose que cette autre fille. J'ai besoin de quelque chose de très étroit pour que même une main ne puisse pas y passer. Peut-être que le fait de vouloir l'attraper moi-même est une mauvaise idée, en fait. Oui, je dois renoncer. S'il a une arme, je ne ferai certainement pas de vieux os. Il vaut mieux que j'oublie cette option. Je ne veux pas mettre ma vie plus en danger qu'elle ne l'est déjà. Tandis que toutes ces réflexions parcourent mon esprit, j'éteins la lumière. Je me retrouve ainsi dans l'obscurité. Alors que je m'apprête à fermer les yeux, j'essaye de réfléchir aux différentes possibilités de me mettre à l'abri. N'ayant pas les moyens de déménager aussi soudainement, je me dis que peut-être je pourrais faire installer une caméra de sécurité et un autre verrou sur la porte. Ça me coûterait toujours moins cher que de partir ailleurs. Si les images de la caméra pouvaient capturer ce mec en pleine action, alors la police ne pourrait plus dire que je raconte des mensonges et serait donc dans l'obligation de me croire. Je pense que c'est la meilleure option, oui. Dès lors, la fatigue commence à m'emporter. Mes yeux se ferment tout seuls. Je me réveille d'un seul coup avec cette sensation désagréable que je ressens chaque nuit depuis un mois. Quelqu'un est en train de toucher mon corps. C'est lui, bordel. Il est là. Il me touche avec ses sales pattes. J'écarquille les yeux de peur. Je suis complètement terrorisée. Il faut que je crie. Je dois hurler dessus pour qu'il s'en aille. Mais je suis bien trop apeurée pour faire le moindre geste. Je ne peux faire aucun son. Mon regard scanne chaque recoin de la pièce à la recherche du harceleur. Où est-il? J'entends des bruits de frottement. Je les sens. Arrête de me toucher, c'est dégoûtant. Arrête, je t'en prie. Dans un élan de courage hasardeux, j'atteins l'interrupteur de la lumière et l'allume immédiatement. Je reste aux aguets et ne vois personne jusqu'à ce que je sente quelque chose qui glisse contre ma peau. Mes yeux sont tout de suite attirés par ça. Immobile, je me retrouve horrifiée par la vision de ce que je vois. C'est quoi cette merde? Un cafard! Un cafard se balade sur mon corps! Tandis que je secoue la main pour le faire dégager, je me rends très vite compte qu'il n'est pas seul. Mon lit est entièrement recouvert de cafards. La peur prend le dessus et je me mets à hurler avec automatisme. Qu'est-ce que ces horreurs font là? Pourquoi il y a des milliers de cafards dans mon lit et sur moi? Mon cri les effraie et je les vois tous se carapater et ramper vers l'extérieur. Ils courent sur les murs, sur le sol et s'enfuient par la fenêtre à barreaux. Je n'arrive plus à m'arrêter de crier, tandis que certains cafards restent me fixer de loin. Ils se remettent tous à marcher très rapidement vers moi, remontent tous sur mon corps et me recouvrent de leurs pattes dégueulasses. Je les sens sur moi, partout sur moi. Aidez-moi! Alors que je crie toujours de frayeur, je commence à ne plus pouvoir respirer. Qu'est-ce que... Oh non! C'est pas possible! Je les sens maintenant à l'intérieur de moi. Ces enfoirés sont entrés par ma bouche. Bordel! Non! Je suis en train
de mourir. Que quelqu'un m'aide. Je vous en supplie. Aidez-moi. Je vous avais prévenu de ne pas crier. Je suis enseignante en école maternelle et l'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée justement sur mon lieu de travail. Dans l'école où je travaillais, il y avait 2 bâtiments bien distincts. Un principal et un deuxième plus ancien qui servait d'entrepôt. C'est dans ce deuxième bâtiment qu'étaient situés historiquement les logements des enseignants. En gros, c'était un espèce d'internat mais en plus élaboré. Au premier étage, on trouvait les pièces communes pour le bain, les toilettes ou la cuisine. Au deuxième étage étaient situées les chambres privatives. Il faut savoir que tout ce bâtiment est en bois. Donc quand on marche à l'intérieur, on entend systématiquement des grincements. Je rappelle que ce bâtiment est ancien, et c'est comme toute construction en vieux bois. Forcément, ça grince, donc ce n'est pas vraiment inquiétant. L'usure est visible, on se croirait dans un appartement à l'ancienne, avec des tatamis au sol. L'atmosphère seule suffit à être effrayante, et personne ne veut jamais se rendre dans ce bâtiment sur lequel des histoires circulent. Par exemple, il y a une fenêtre qui est toujours ouverte le matin. Peu importe le nombre de fois où elle est fermée, peu importe qui vérifie qu'elle est bien verrouillée, au matin, elle est ouverte. Systématiquement. Il ne devrait y avoir personne au deuxième étage, et pourtant, j'ai déjà entendu des bruits étranges. Ce n'étaient pas les bruits normaux que feraient des souris ou un chat errant. De plus, chaque année, il y a toujours un enfant ou 2 qui s'arrête devant le bâtiment. Parfois, ils le pointent du doigt en demandant « Qui est cet homme ?» alors qu'il n'y a personne. Ils disent qu'ils ont peur ou qu'ils ne veulent pas entrer à l'intérieur. C'est un entrepôt aujourd'hui, mais notre école l'a conservé aussi semblable au passé que possible. Quand quelqu'un doit s'y rendre, nous y allons toujours à plusieurs tellement nous sommes peu rassurés. Un jour, alors que j'étais responsable d'une classe d'été, je ne pouvais pas utiliser les locaux principaux à cause des travaux. Nous avons donc voulu nous installer dans une chambre inoccupée au deuxième étage du bâtiment ancien. Même si on était en pleine journée, je détestais vraiment l'idée d'entrer dans le bâtiment. Mais je n'avais pas le choix. Heureusement, je n'étais pas seule. Un autre enseignant avait son groupe à gérer au même moment. La journée est passée tranquillement, sans qu'il n'y ait le moindre incident. J'étais contente de voir que la journée s'était déroulée aussi bien. Mais le soir, alors qu'il ne restait qu'une petite dizaine d'enfants, mon collègue est parti pour ranger quelque chose. Je me suis rassurée en me disant qu'il y avait toujours les enfants et que je n'étais pas seule. Et le problème étant, j'étais la seule adulte. Et c'est à ce moment qu'un enfant a dit « Est-ce que je peux aller faire pipi ?» En temps normal, les enfants vont librement aux toilettes. Et dans cet endroit nouveau et inquiétant, être seul devenait quelque chose de terriblement angoissant. D'autant que les toilettes se trouvaient assez loin de la chambre où nous étions. Je le rappelle, elles se trouvaient au premier étage. Et nous étions au deuxième. De plus, il commençait à faire assez sombre. Il y avait un cabinet de toilettes pour les adultes, 2 pour les filles et 2 urinoirs pour les garçons. Les cuvettes des toilettes avaient été remplacées et rénovées, mais les carrelages étaient vieux et abîmés. Comme l'élève était pressé, j'ai demandé à tous les enfants de nous accompagner. Au moins, je serais sûre d'une chose, qu'il n'arriverait rien puisque j'étais présente, et j'avais un œil sur chacun d'entre eux. Nous sommes donc tous entrés dans les toilettes adultes. J'ai remarqué que le cabinet était fermé. « Oh, le professeur Tanaka doit être là !» ai-je dit en pensant à mon collègue. Pourtant, à ce moment, j'ai entendu une voix résonner depuis l'entrée du bâtiment. Une voix qui m'a fait froid dans le dos. Je suis de retour. Merci d'avoir surveillé les enfants. Hein? La personne qui se trouvait être actuellement enfermée dans cette cabine n'était donc pas mon collègue. Ce n'était pas non plus un élève. Alors, qui ça pouvait bien être? Hésitante, j'ai fermé à la porte verrouillée. Qui est là? Les enfants autour de moi ont également commencé à regarder la porte des toilettes pour adultes. Nous n'avons eu aucune réponse. À part moi et mon collègue, je pensais que les locaux devaient être vides ce jour-là. Je me suis dit qu'un enfant était peut-être en train de nous faire une farce, alors j'ai frappé à nouveau. Et c'est là que j'ai entendu un son. Hé, y a quelqu'un là-dedans? À nouveau, pas de réponse. Est-ce que tu sais que t'es dans les toilettes pour adultes? Toujours pas de réponse. Je me suis alors penchée pour regarder sous la porte. Je me suis dit qu'en voyant les pieds de la personne, je saurais déjà à quel enfant farceur j'avais affaire. Mais il n'y avait ni chaussures, ni pieds, ni jambes. Personne. Ça a été une douche froide pour moi. J'en ai eu la chair de poule. Il n'y avait personne à l'intérieur? Comment est-ce que c'était possible?
Sans réfléchir, je suis retournée avec les enfants, dans la pièce qui nous servait de salle de classe. J'y ai retrouvé mon collègue qui s'est inquiété en voyant mon teint livide. J'ai eu envie de hurler et de tout lui expliquer en panique, mais nous étions avec des enfants et je ne voulais pas les inquiéter. Dans le doute, j'ai compté les enfants présents. Peut-être que j'avais mal regardé. Peut-être que l'enfant caché avait relevé ses jambes pour se dissimuler. Mais quand j'ai fini le comptage, il y avait bien bon nombre d'enfants avec nous. Aucun enfant n'était caché dans les toilettes. Alors, qui était à l'intérieur? Quand les enfants ont recommencé à jouer, j'ai chuchoté l'histoire à mon collègue. J'avais peut-être rêvé, mais il se passait aussi peut-être quelque chose d'étrange. Par précaution, nous sommes retournés tous les deux dans les toilettes. En entrant, j'ai immédiatement vu que la porte des toilettes pour adultes, qui était auparavant verrouillée, était maintenant ouverte. Il ne fallait qu'un instant pour rejoindre ces toilettes, et même si une personne avait voulu sortir discrètement, la pièce où nous étions avec les enfants se trouvait juste en face de l'entrée. Si quelqu'un en était sorti, nous l'aurions vu. Mais personne n'en est sorti. Quand les travaux ont été terminés, j'ai réintégré ma classe dans le bâtiment principal, et je ne me suis plus jamais approchée de l'ancien bâtiment. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? C'était vraiment effrayant. Le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a jamais su ce que ça pouvait bien être. Quoi qu'il en soit, je le répète encore et encore, mais je ne remettrai plus jamais un pied là-bas. J'ai eu la peur de ma vie, et pas seulement pour moi. J'étais en charge de tout un groupe de petits-enfants. S'il était arrivé quelque chose à l'un d'entre eux, alors qu'ils étaient sous ma responsabilité, je ne me le serais jamais pardonné.